nous guider. Je laisse, une fois qu'on est connecté, je laisse quand même quelques secondes le temps que le dernier arrive. Delphine, je vous laisse commencer le webinaire du coup. Ok, merci Adine. Bonjour à tous. Nous allons attendre encore quelques secondes pour démarrer ce webinaire. Que tout le monde se connecte. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de 2 heures au titre très prometteur « Comment définir le modèle d'affaires des TPE-PME en y intégrant les enjeux de durabilité ». Alors, vous ne devriez pas être déçus car je suis très bien entourée par des intervenants de qualité que je laisserai se présenter dans quelques minutes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de raisonner autrement, de prendre conscience que RSE, durabilité, critères ESG, plan de transition ne sont pas des notions en plus ou à côté, mais ça devient un standard en fait, un standard au cœur des modèles d'affaires des TPE-PME. Alors les TPE-PME, c'est aussi nos cabinets. À nous, en tant qu'experts comptables, on a aussi des questions à se poser sur nos propres modèles d'affaires et bien sûr aussi ceux de nos clients pour les accompagner le mieux possible. Alors tous ces modèles évoluent sous le regard de plus en plus pressant de diverses parties prenantes, la sphère publique, la sphère financière qui est avec nous, la société civile, les clients, toute la chaîne de valeur en amont. Et donc, aujourd'hui, pendant 2 heures, nous allons revenir dans une première partie sur la définition et le cadre des modèles d'affaires pour les TPE-PME, avec l'évolution vers la durabilité. Puis ensuite, comment les banques analysent désormais dans ce contexte les modèles d'affaires. Et puis, une dernière partie sur le rôle des experts comptables dans tout ça. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On va démarrer peut-être par Yona. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Emma Kumalga, je suis responsable du pôle normes et performances durables au sein du groupe Caisse des dépôts. Merci. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de participer à ce webinaire. Et donc, Jérôme Lamotte, directeur des entreprises et des ingénieries pour les banques populaires. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis également ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, Philippe Quinter, moi je suis directeur du développement durable, de la RSE et de l'ESG chez BPI France. Très bien. Donc, on attend avec impatience vos réactions tout à l'heure. On va laisser Christophe pour démarrer. Bonjour à tous, je suis vice-président du comité durabilité et je me propose de vous faire une présentation sur le modèle d'affaires et puis tout particulièrement le business model Canva qui a été développé par l'Université de Laval à Québec qui peut nous servir comme base de travail. Alors aujourd'hui, quand on regarde la performance des entreprises, souvent on se focalise sur la performance financière qui est la partie visible du modèle d'affaires, avec chiffre d'affaires, marge, résultat, qui constituent des indicateurs plus ou moins rassurants dans le cadre du développement d'une entreprise. Mais ces chiffres aujourd'hui ne donnent pas tellement d'informations sur la solidité des fondations.
Donc, il y a des besoins complémentaires qui sont exprimés aujourd'hui par différents acteurs. Et donc, sous la surface se trouvent des dépendances énergétiques, comme on peut le voir aujourd'hui, des dépenses matérielles en matières premières, en termes d'investissement, des dépenses environnementales, ou des dépenses en ressources humaines, notamment sur les savoir-faire ou l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles que l'on développe chez nos clients. Alors, des ressources critiques qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte dans le cadre de la communication financière telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau de nos entreprises, mais effectivement, il y a un besoin de connaître structurellement les vulnérabilités et la question aujourd'hui n'est plus combien l'entreprise gagne, mais vraiment combien de temps son écosystème lui permettra encore de créer de la valeur et d'être rentable. Ça m'amène à vous proposer une réflexion sur ce qu'est un modèle d'affaires et comment appréhender le modèle d'affaires. Donc, voilà, le modèle d'affaires, c'est comment une entreprise crée de la richesse, crée de la valeur et comment ensuite elle partage cette valeur. Donc, la création de richesse repose sur des ressources qui sont mobilisées. Donc, vous voyez ici dans ce graphique sur la gauche, différents types de ressources. Les ressources sur lesquelles on est plutôt à l'aise en tant qu'expert comptable sont les ressources financières avec les problématiques d'accès aux capitaux, les problématiques de coût des capitaux, mais également d'autres dimensions, dimensions ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines dont nous avons besoin pour créer de la valeur? Quelles sont les compétences que nous avons aujourd'hui dans nos organisations? Quelles sont les compétences dont nous aurons besoin demain? Comment l'intelligence artificielle va avoir un impact sur ces ressources et comment nous, en tant qu'entreprise, dans le cadre de nos modèles d'affaires, on va pouvoir réfléchir à pouvoir avoir une pérennité dans la création de valeur et surtout dans l'employabilité de nos équipes qui sont aujourd'hui dans nos cabinets ou qui sont chez nos clients avec ce fort impact attendu au niveau de la ressource humaine. Donc la criticité de la ressource humaine est aussi quelque chose sur lequel on est bien positionné puisqu'on accompagne souvent nos clients sur des sujets RH et des sujets de paie. La troisième ressource, qui est une ressource mobilisée dans le cadre des modèles d'affaires, c'est la ressource naturelle. Donc, dans la ressource naturelle, bien évidemment, il y a les problématiques de matières premières, avec la criticité des matières premières telles qu'on les connaît aujourd'hui, la problématique de l'énergie, le fait qu'il y a des risques de conflits d'intérêts, des conflits d'usage sur l'énergie comme les conflits d'usage qu'on a aujourd'hui sur l'eau, avec des besoins en termes d'énergie pour créer de la valeur qui vont être de plus en plus importants. Donc des sujets sur l'accessibilité à la ressource énergétique comme la ressource en eau, parmi d'autres. Et puis le quatrième point, c'est la ressource patrimoniale avec les impacts sur les infrastructures. Aujourd'hui, pour créer de la richesse, nous avons besoin d'infrastructures. Quelle va être la pérennité de ces infrastructures dans un environnement où on a des risques climatiques qui sont de plus en plus impactants sur nos infrastructures. Donc la première partie de la réflexion autour du modèle d'affaires, c'est un travail sur la criticité des ressources et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, dans ce modèle, on retrouve également les parties prenantes qui vont interagir dans le cadre de notre modèle d'affaires sur les enjeux de durabilité avec des impacts positifs, des impacts négatifs, des risques et des opportunités qui vont être modèles d'affaires qui vont nous amener à travailler sur les modèles d'affaires de nos cabinets ou de nos clients et qui vont nous amener à avoir une certaine évolution de nos modèles d'affaires. Dans la partie inférieure de cette présentation, on retrouve la robustesse de la chaîne de valeur. Donc, j'y reviendrai aussi avec cette notion d'acteur en amont et d'acteur en aval de la chaîne de valeur, mais également dans l'entreprise qui contribue à la création de valeur dans le cadre de notre modèle d'affaires. Et puis, à l'issue de la création de valeur, on retrouve sur la partie qui est présentée ici à droite, on retrouve l'entretien des capitaux, qui est un des objets aussi du modèle d'affaires, c'est d'être capable de créer de la richesse, de la valeur qui puisse entretenir et rémunérer les capitaux financiers sous forme de dividendes, sous forme d'évolution de la valeur des titres qui sont détenus ou sous la forme d'intérêts. Donc le questionnement sur l'entretien des capitaux financiers est quelque chose que nous avons assez souvent l'habitude de gérer. On a également la possibilité d'avoir cette réflexion autour des capitaux humains, donc comment j'entretiens mon capital humain par des plans de formation, par une rémunération adaptée, par une qualité de vie au travail, par une égalité, par une inclusion. Tous ces éléments-là font partie de l'entretien du capital humain. Vous voyez, le capital humain ici est présenté sur la partie droite comme étant un capital, mais lorsque l'on regarde sur la partie gauche, c'est également une ressource. Donc on voit la boucle qui se perd entre criticité des ressources et entretien des capitaux, et donc la capacité que l'entreprise a à entretenir ces capitaux et à limiter les risques associés à la criticité de la ressource. Sur les capitaux naturels, un domaine où
effectivement des compétences qui sont un peu moins établies, mais sur lesquelles on a eu un effort de formation, sur lesquelles on peut également travailler avec des experts extérieurs, avec un questionnement sur la substituabilité des matières premières critiques qui ont été identifiées au niveau des ressources naturelles, la sobriété énergétique ou la sobriété en matière de consommation d'eau, qui font l'objet d'actions d'entretien du capital naturel. Et puis ensuite, sur les capitaux patrimoniaux, le questionnement sur l'investissement et sur la R&D en matière d'entretien du capital patrimonial et surtout du maintien de ce capital patrimonial sur le moyen et long terme, avec effectivement la prise en compte de ces fameux risques climatiques. Si je reviens rapidement sur la criticité de ressources, le travail que nous allons devoir mener en interne ou avec des partenaires, c'est une analyse de l'impact à court, moyen et long terme des différentes ressources qui sont mobilisées. Ici, vous voyez une définition des différentes ressources. Je vous laisserai le support, puisque malheureusement, je n'ai pas le temps de dérouler l'intégralité de ces éléments-là. Mais effectivement, sur cette criticité des ressources financières, vous avez un travail qui est un travail d'évaluation de l'exposition, alors pas hors sol de l'autre côté, mais en lien avec le chef d'entreprise ou en lien avec les représentants des organisations patronales qui peuvent vous aider, ou des experts qui peuvent vous apporter une compétence technico-économique sur ces sujets de la criticité des ressources. Sur les ressources naturelles, vous savez qu'au niveau européen, il y a déjà 34 matières premières qui sont considérées comme étant critiques. Vous voyez les sujets sur l'énergie, l'impact de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie sur les modèles d'affaires, qui constituent des choses que l'on peut assez facilement appréhender et sur lesquelles on va pouvoir travailler sur la vulnérabilité du modèle d'affaires de nos clients. Pour notre partie, en tant que cabinet d'expertise comptable, on travaille sur la vulnérabilité des ressources humaines avec l'intégration de l'automatisation, l'intégration de l'intelligence artificielle. Que faire des compétences que nous avons aujourd'hui dans nos cabinets pour les amener à avoir les compétences dont nous aurons besoin dans le cadre de nos modèles d'affaires futurs, qui pour certains nécessitent aujourd'hui vraiment d'avoir une réflexion et de voir comment on va pouvoir faire tourner nos modèles d'affaires vers des modèles d'affaires qui vont être créateurs de valeur que nous allons pouvoir partager pour entretenir les différentes formes de capitaux que nous avons évoquées précédemment. Si on passe sur la robustesse de la chaîne de valeur, alors en matière de robustesse de la chaîne de valeur, j'ai un petit problème avec l'affichage. Alors, robustesse de la chaîne de valeur, effectivement, on va avoir une chaîne de valeur qui va... alors, attendez, ça part dans tous les sens, je reviens. Une robustesse de la chaîne de valeur qui va intégrer les acteurs de la chaîne amont, les acteurs de la chaîne aval. Vous voyez ici un certain nombre d'acteurs qui sont cités dans la chaîne de valeur amont, les apporteurs de capitaux, les fournisseurs, les sous-traitants, les ressources humaines amont. Alors, quand on parle de ressources humaines amont, on parle de cabinet de recrutement, on parle d'école, de formation. Donc, comment nous, en tant que dirigeants d'entreprise au niveau des cabinets d'expertise, comment nous allons pouvoir orienter les réflexions sur les besoins de demain dans nos écoles de la profession, comment nous pouvons travailler avec d'autres acteurs des ressources humaines en amont. Pareil sur les infrastructures en énergie, les partenaires logistiques amont, les acteurs territoriaux, et puis effectivement la société civile qui peut être un acteur amont de notre chaîne de valeur. Les acteurs qui sont internes au sein de notre organisation, qui sont également des acteurs qui vont rentrer dans la robustesse de la chaîne de valeur, puis les acteurs en aval qui vous sont présentés ici, avec différents types d'acteurs selon l'entreprise et les caractéristiques de l'entreprise sur laquelle vous vous positionnez. Pour vous aider à avoir cette réflexion sur les enjeux de la chaîne de valeur, effectivement, nous allons voir un peu plus tard que le prisme de la VSME peut nous donner des indicateurs sur les besoins des différents acteurs. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est le positionnement de l'organisation par rapport à sa propre chaîne de valeur et à la chaîne de valeur de ses acteurs en aval. Puisque, effectivement, comprendre les enjeux qui pèsent sur les donneurs d'ordre est quelque chose qui va être très impactant dans l'analyse de notre robustesse. L'entretien des capitaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, l'entretien des capitaux nécessite d'avoir une réflexion sur les plans d'action à court, moyen et long terme. Donc, pour entretenir le capital, quelles sont les actions qui vont être menées par l'entreprise, que ce soit sur le capital financier, le capital humain ou le capital naturel ou encore le capital patrimonial. La VSME peut être une grille d'analyse pour analyser les enjeux, mais la VSME doit être lue comme un outil et pas comme une finalité. C'est un outil qui peut nous servir pour l'analyse des enjeux, à poser les grands sujets,
Il ne faut pas considérer la VSME comme étant uniquement un outil de reporting, c'est un outil qui doit s'inscrire dans une réflexion autour de la chaîne de valeur de notre entreprise pour travailler sur le modèle d'affaires. Donc le prisme de la VSME est un outil qui permet de structurer la réflexion autour des enjeux autour de l'énergie, autour des émissions de gaz à effet de serre, autour de la pollution de l'air, des sols ou de l'eau, le sujet de la biodiversité qui est difficilement appréhendé dans certains modèle d'affaires, mais qui peut être très prégnant pour certaines entreprises. Donc, une réflexion autour des services écosystémiques également qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et donc, le questionnement sur l'entretien du capital naturel, biodiversité, est un sujet sur lequel on a beaucoup de travail qui sont en cours sur l'eau, la frugalité de l'eau, sur la ressource en eau et les conflits d'usage pour la ressource en eau est aussi un enjeu pour beaucoup d'entreprises industrielles ou agricoles, par exemple. Le point sur l'économie circulaire et donc le questionnement de pouvoir avoir une substituabilité de certaines matières premières ou de réutilisation de certaines matières premières ou d'usage un peu différent de certains déchets, donc la valorisation de nos déchets est aussi un angle d'attaque qui peut être intéressant dans le cadre de cette lecture de la VSME, que ce soit au niveau du module de base ou au niveau du module complémentaire. Justement, Christophe, est-ce que tu peux juste nous préciser VSME, peut-être pour ceux qui sont moins familiers, en 2 mots? VSME, c'est une norme volontaire, ce n'est pas une norme obligatoire. Donc, dans le cadre des débats sur la durabilité au niveau européen, et puis nous, au niveau national, on a eu un grand questionnement fin 2024 sur ce qui allait être demandé aux entreprises en matière de reporting de durabilité. Et donc, on a eu probablement que vous le savez, une décroissance assez significative des indicateurs qui ont été demandés aux entreprises dans le cadre de la CSRD. Et donc, on a eu ce compromis qui nous a amené à avoir une réduction significative et puis progressivement une réorientation vers un reporting qui est moins un reporting obligatoire, mais plus un reporting volontaire. Et le reporting VSME, aujourd'hui, est au cœur de la volonté politique nationale et européenne, avec cette volonté de faire infuser par la norme des réflexes en matière de durabilité. Nous, on considère que la VSME n'est pas une finalité, vraiment un outil qui peut vous aider à réfléchir à ces sujets-là. Donc, c'est un module qui est volontaire, qui est dédié aux petites entreprises, qui n'est pas très complexe à mettre en œuvre. Vous avez une 60aine de points de données maximum. Vous pouvez aussi justifier le fait que vous n'utilisez pas tous les indicateurs. Il y a une certaine souplesse qui est autorisée. Mais voilà, c'est un outil qui permet d'avoir une première réflexion autour des enjeux et qui permet à des entreprises de plus petite taille, comme la majeure partie de nos clients, de s'approprier ces enjeux. Et donc, vous avez un module de base qui est ici modélisé par un B, et puis un module complémentaire qui va apporter du narratif et des éléments un peu plus détaillés sur les plans d'action de notre entreprise. Jérôme? Non, oui, juste par rapport à ce que tu dis, Christophe. Moi, j'aime bien. Je rappelle juste Jérôme, donc BPCE. Tout à fait, BPCE, Banque Populaire. Moi, j'aime bien en fait le côté, dans ce que tu dis, VSME volontaire et l'opposition à obligatoire. De manière générale, obligatoire, ça veut dire qu'on subit. C'est souvent vécu par les dirigeants d'entreprise comme une contrainte. On a parlé au début de la réglementation. Et volontaire, pour moi, et c'est vraiment l'esprit. Et c'est ce que tu dis, c'est j'anticipe. Et anticiper, c'est bien anticiper une situation à venir. Donc, quand obligatoire, on subit. Donc, je trouve que l'opposition d'obligatoire et volontaire, elle est très bien dans le sens anticiper contre le subi. Donc, il vaut mieux, en général, il vaut mieux toujours anticiper. Et c'est ce que font, en général, nos dirigeants d'entreprise. Voilà. Merci. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'intégrer cette anticipation. Et merci, Jérôme, ça me permet de passer à un sujet qui est important. Ça veut dire notre enjeu pour la profession, c'est passer du rétrospectif au prospectif, donc d'être plus dans une logique d'accompagnement, non pas sur le passé, donc sur la performance passée qui est importante, mais également sur la trajectoire future vers où on veut aller et comment les entreprises vont faire tourner leur modèle et comment les entreprises vont communiquer sur leur modèle d'affaires. Je vous ai parlé de la partie environnementale, vous avez aussi la partie sociale qui est prise en compte avec le personnel de l'entreprise, avec les questionnements sur la santé, la sécurité, le taux de turnover, la rémunération, les conventions collectives lorsque vous êtes à l'international, et puis des compléments narratifs, pareil, au niveau du personnel. Une partie qui nous est plus familière à nous en tant qu'experts comptables.
Et puis une troisième partie qui porte sur le pilier de la gouvernance et voilà, le questionnement autour des condamnations en matière de corruption, des revenus des secteurs controversés, et également la mixité dans les organes de gouvernance pour effectivement avoir une égalité de genre plus prononcée, on va dire. Je vous présente ici un modèle qui est dense, très dense. C'est le modèle d'affaires qui est développé par trois enseignants-chercheurs de l'Université de Laval à Québec, qui est assez intéressant puisqu'elle vous propose d'utiliser la matrice du modèle d'affaires classique en y rajoutant des dimensions liées à la durabilité, notamment un questionnement sur la raison d'être, pourquoi l'entreprise est créée, et quelle est la mission, quelle est la vision, quelles sont les valeurs. Souvent, parfois, cette partie-là, elle s'érode avec le temps. Donc, reposer les bases au cœur du business model pour donner de la cohérence à l'ensemble est quelque chose d'important. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de cette matrice avec un certain nombre de questions classiques, donc, qui peut constituer pour nous un bon outil de réflexion et d'entrée pour discuter avec les chefs d'entreprise sur leur vision, sur les éventuels impacts négatifs qu'il peut y avoir, aussi un risque pour le modèle d'affaires, et puis de l'autre côté des retombées. Regroupe les impacts positifs, mais aussi les opportunités pour les entreprises, parce qu'effectivement, une réflexion sur un modèle d'affaires responsable peut aussi constituer des opportunités pour certaines entreprises. Donc, c'est le modèle d'affaires qu'on avait l'habitude d'appréhender dans le cadre des approches de nos clients, que l'on complète avec certaines briques supplémentaires qui permettent d'avoir une bonne vision du modèle d'affaires de nos clients. Ce modèle d'affaires va être une première base pour nous amener à nous repositionner sur des choses qu'on sait assez bien faire, qui sont les business plans. Donc, travailler sur des business plans qui vont être de différentes natures. Donc, des business plans avec des scénarios de stress. C'est un business plan sur lequel on va travailler avec des facteurs d'influence que l'on va faire varier, et c'est une situation en stand-alone, c'est de dire si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe sur mon modèle d'affaires, quel va être l'impact sur ma création de valeur financière, mais aussi entretien du capital humain, entretien du capital naturel, entretien de mes infrastructures. Donc un premier travail au niveau des experts comptables avec différents scénarios de stress qui permettent de voir comment l'entreprise va être impactée par ces différents enjeux qui ont été recensés. Ensuite, une deuxième approche, toujours par le business plan, mais cette fois-ci, non pas par des scénarios de stress, mais plus basé sur des plans d'action. Donc, cette fois-ci, on n'est plus dans du stand-alone, c'est-à-dire qu'on travaille sur des scénarios avec des actions, donc des actions sur la réduction de la consommation d'eau, des actions sur la sobriété énergétique, des actions sur la protection de la biodiversité, des actions sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des actions sur la formation des équipes, des actions sur la qualité de vie au travail, etc., qui vont pouvoir être modélisées dans les business plans pour permettre d'avoir une vision à court, moyen et long terme de la trajectoire que l'entreprise veut emprunter dans le cadre de ces différents plans d'action et les conséquences qu'il va y avoir. Et on est typiquement dans le proactif et non pas le subi dont on parlait juste avant. Alors, pour être positif, il y a aussi des opportunités, donc des opportunités de changement de modèle d'affaires. Et donc, pareil, on a le travail sur les stress tests, le travail sur les plans d'action, mais aussi le travail sur la refonte du modèle d'affaires en disant je vais saisir de nouvelles opportunités, je vais créer une nouvelle business unit, je vais travailler sur des sujets qui vont pouvoir nous constituer des opportunités, peut-être aussi avoir un certain nombre de dépenses à un instant T qui pourront créer de la valeur demain. Donc l'idée, effectivement, est d'avoir cette appréhension avec un jeu qui passe d'une logique rétrospective, d'une comptabilité rétrospective qui rend compte, à une comptabilité projective qui va donner une trajectoire, qui va donner une vision au chef d'entreprise. L'idée, c'est d'avoir un dialogue stratégique à la fois avec l'entreprise, l'expert comptable et puis les différents intervenants qui sont les apporteurs de capitaux, qui sont nécessaires dans le cadre du financement des projets de nos entreprises. Et donc, effectivement, ce dialogue va se faire à 3 et peut-être même à 4 ou à 5 avec des experts technico-économiques qui viendront aussi apporter leurs compétences dans cette réflexion. Et donc, nous, en tant qu'experts comptables,
peut être effectivement un modérateur ou un accompagnant de nos clients sur ces sujets-là. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais continuer longtemps. Donc le support, vous allez l'avoir, et puis si vous souhaitez une session un peu plus détaillée qui serait consacrée à le pas à pas sur le modèle d'affaires proposé par l'Université de Laval à Québec. Oui, merci Christophe. Effectivement, c'est très, très dense. On voulait juste vous donner une vision sur ces différents outils. Il y a l'Université au Québec, il y a aussi la BPI, je crois, qui fournit un outil d'appropriation du modèle d'affaires, aussi sur la base de Canva. Donc, n'hésitez pas, on trouve ça très, très facilement en ligne. Et on reviendra effectivement dans des prochains webinaires ou ateliers sur ces sujets pour y rester plus longtemps. Mais ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est échanger avec cette vision qu'ont désormais les banques dans leur analyse des modèles d'affaires des TPE, PME. Et donc, moi, je vais me tourner vers vous et puis je vais vous demander quelle est votre vision finalement de l'évolution des modèles d'affaires en prenant en compte l'extra-financier avec plein de questions sous-jacentes, les effets financiers, des impacts et risques, une stratégie sans durabilité, est-ce qu'elle sera toujours possible dans son financement, est-ce qu'il y a des décotes financières, toutes ces questions. Je vais me tourner d'abord vers Ilona Kamagam, donc je rappelle de la Caisse des dépôts, qui va nous parler de sa vision et puis chacun interviendra ensuite. Merci. Alors moi tout d'abord, je me retrouve complètement dans la présentation qui a eu lieu avant. On partage vraiment cette conviction que effectivement, en fait, tout ce qui va être impact, risque en matière d'environnement, de social et de gouvernance sont une vision prospective de ce que pourraient être ou sont déjà des risques financiers pour l'entreprise. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une vision de la performance globale. Et volontairement, depuis maintenant 3-4 ans, on n'utilise plus le mot d'extra-financier. Et on avait fait toute une formation d'ailleurs là-dessus en disant ce n'est pas l'extra-financier, c'est de la durabilité. Et la durabilité inclut des éléments du financier. Donc ça, c'est au service d'une performance globale qu'on va analyser comme telle. Et si on retrouve effectivement ce lien entre performance financière et performance de durabilité au service d'une vision globale de l'entreprise, alors juste un petit peu, je suis un peu académique dans mon cursus précédent, vous allez retrouver, si vraiment vous voulez creuser et que vous ne croyez pas quand on parle de quelques études des cas, vous allez trouver une série, mais alors il y en a pléthore, d'études statistiques sur le lien entre la performance financière des entreprises et des performances en matière d'environnement social et de gouvernance. Alors, il y en a qui donnent l'impression d'aller dans tous les sens, mais si on regarde un peu et qu'on fait des méta-analyses, et il y en a eu beaucoup, ce qu'on voit, c'est que sur les éléments à court terme, les liens ne sont pas toujours évidents. Généralement, quand il y a un choc et que l'entreprise est cotée, il va y avoir un lien direct, spontané, mais qui peut se retourner. Et sinon, sur les résultats d'exploitation, le lien n'est pas toujours évident. Par contre, la totalité des études, quand on regarde des études qui prennent des résultats d'exploitation à échéance un peu plus longue, montrent des liens et une corrélation entre cette performance financière et la performance en matière d'environnement social et de gouvernance. Donc, il y a un enjeu de conviction pour les financiers et investisseurs qu'on est, mais il y a aussi un enjeu de pression réglementaire que nous-mêmes on supporte. Puisque en tant qu'investisseur, en tant que financier, on a un certain nombre de réglementations auxquelles nous sommes nous-mêmes soumis pour analyser nos risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, on a cette double motivation, conviction, parce que ça fait partie de la performance de gouvernance et ça fait partie d'une analyse plus force du bâton réglementaire pour nous dire si, il faut y aller, si au cas où on serait chétif, et je vous assure, on ne l'est pas, pour analyser nous-mêmes les risques ESG qu'on va avoir sur les contreparties. Et je vais faire un peu caricatural en me plaçant vraiment au niveau du groupe Caisse des dépôts. Alors, pour tout ce qui est aujourd'hui les investissements, là, on y va franco. Et au niveau des investissements groupes, toute analyse, même groupe, mais au-delà d'ailleurs, puisque ça fait partie de la charte générale, tous les investissements qu'on va faire dans des contreparties, dans des projets, passent au travers d'une grille d'analyse environnementale, sociale et gouvernance. Et pour vous donner des exemples, sur les derniers comités d'engagement qui sont tenus au niveau du groupe,
les sujets environnementaux sociaux ont été cruciaux. On a pratiquement eu systématiquement des recommandations qu'on a mises, ce qui veut dire qu'en fait, on a eu des échanges à la fois avec les porteurs de projets, donc dans une logique financière et durabilité intégrée, pour justement identifier quels étaient les points un peu de vigilance et dire, ben voilà, si on investit et quand on investira dans cette entreprise, voilà les points sur lesquels il va falloir mettre l'accent. Et donc, un exemple, par exemple, là, il y avait eu, on sait qu'il va y avoir un sujet sur atténuation et adaptation. Il faut aujourd'hui provisionner dans les CAPEX des éléments. Est-ce que ces CAPEX sont bien provisionnés? Est-ce qu'on a bien un accord avec la contrepartie pour s'assurer que ces éléments seront bien mis? Et puis même, on a eu un cas de refus. On avait identifié, c'était sur une entreprise, une autre entreprise, plutôt de la distribution, en disant là, il y a un risque de réputation à cause de volets sociaux. Et on fait un avis défavorable. Effectivement, en plus, quelques mois plus tard, ça s'est retrouvé d'ailleurs dans la presse. Donc, jusqu'à un investissement, l'idée, c'est vraiment une prise en compte majeure. Ça fait partie de l'analyse globale de la performance et ça peut aller jusqu'au refus. Sur les prêts, alors nous, Caisse des dépôts, on est plutôt sur des prêts réglementés. Donc là, la logique est un petit peu différente. On va plutôt être sur une logique d'accompagnement. Donc pareil, analyse environnementale, sociale des possibles, et puis plus une démarche d'accompagnement de la contrepartie, et par contre des gammes de prêts, cette fois-ci bonifiées, dès lors où il y a une performance environnementale et sociale suffisante. Et je m'arrête là, je pourrais en dire des autres. Merci beaucoup, Yona. On passe la parole à Jérôme Lamotte, donc pour la BPCE. Tout à fait. Alors moi évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Peut-être aussi en préambule, parce qu'en fait, c'est ce qui nous guide aussi en tant que banquier. Voilà, donc à rappeler, Banque Populaire, c'est la première banque des entreprises en France. Donc c'est quasiment une entreprise sur deux qui est cliente de Banque Populaire. Et en fait, là-dessus, c'est quoi le rôle des banques confondues? Effectivement, c'est de financer l'économie, c'est de financer la croissance des entreprises et surtout, c'est de contribuer à la pérennité des entreprises. Voilà, les entreprises, c'est nos clients. Donc, comme toute activité, quand vos clients vont mal, en général, c'est un peu plus compliqué. Et dans cette pérennité, c'est là où je partage ce que dit Yona, c'est le côté extra-financier, le mot extra. Maintenant, il y a ce petit côté, c'est un peu à côté, voire c'est un peu du zèle, etc. Et là, on l'a vu, non, c'est parfaitement intégré. Parce que, en fait, les liens sont très forts. Donc, nous, évidemment, on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend, tu as beaucoup parlé de ressources naturelles, de matériel. Alors, je vais parler de l'eau parce que c'est la grande cause nationale des banques populaires, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être en danger par rapport à ces ressources. Si je prends l'eau, alors d'ailleurs, c'est toujours les opposés. Hein, l'eau, on peut être en surabondance ou justement en rareté. Et je vais prendre juste un exemple, et puis après, on va un peu aider, nous, notre analyse là-dessus. Et je vais faire un lien avec les risques climatiques. Aujourd'hui, on a par exemple un hôtel dans le sud. Donc, alors, qui dit en général hôtel dans le sud? Eh bien, piscine, donc piscine, spa, en l'occurrence. Et effectivement, il y a cette rareté de l'eau. Et en fait, ce qui a été travaillé dans cet hôtel, avec un investissement qui n'était pas si énorme que ça, je le dis, c'était 20 000 €. Voilà, donc, pour un petit hôtel, c'est que, en fait, c'est pas tant le fait, je vais économiser mon eau, donc en fait, il recycle une deuxième fois l'eau qui est traitée par la piscine et par les spas. Vous voyez, c'est un investissement de 20 000 €. C'est pas l'économie de l'eau que je vais avoir sur mon business plan. C'est là où c'est important de se projeter. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant, la BSME. C'est parce qu'en plus, l'eau, on a quand même le sujet de la valeur de l'eau. Il y a beaucoup de recherches académiques. L'eau, c'est à la fois un bien commun, entre guillemets, accessible. Ça dépend où vous êtes, mais la valeur de l'eau est un sujet. Mais en tout cas, 20 000 €, et c'est surtout de se dire, moi, si j'ai un problème d'eau, ma piscine, j'ai un problème sur mes clients en tant qu'hôtel. Voilà, bon, c'est vrai qu'un hôtel dans le sud, malheureusement, alors on peut discuter des piscines dans le sud, mais voilà. Et donc, moi, je reviens à ce sujet des risques climatiques. Si on reprend il y a 10-20 ans, finalement, quand on parlait de risques climatiques, c'était très focusé à l'agriculture. Mais eux, ils ont l'habitude depuis des siècles. Mais voilà, ils ont l'habitude, sauf que c'est quand même de plus en plus bouleversé avec le temps. Mais aujourd'hui, les risques climatiques, nous, c'est un risque au même titre qu'un risque financier de capacité des entreprises. C'est-à-dire que nous, notre rôle, quand on dit financer l'économie, notre rôle, c'est de dire, de croire évidemment dans le projet, d'étudier le projet, et c'est finalement d'analyser la capacité de l'entreprise à honorer ses remboursements. Voilà. Donc, et donc, c'est là où on analyse la trajectoire, le dirigeant,
c'est aussi, c'est important, on a beaucoup parlé de capital humain, je pense que vous-même, et d'ailleurs c'est un focus très important dans les fonds d'investissement, quand on ne regarde pas juste le bilan financier, on regarde les hommes, les femmes qui dirigent, la vision, on a parlé de vision, donc le capital humain, je veux dire côté banque, il a toujours été intégré dans cette vision, très focusé dirigeant, mais il a toujours intégré. Et donc c'est l'analyse de tout ça, et là c'est là où on voit bien que tout est lié. Donc une entreprise aujourd'hui, on va regarder son risque climatique, on est aussi, nous, supervisés là-dessus, à la fois par la Banque centrale européenne, par la Banque de France, on est supervisés évidemment parce qu'on est une activité réglementée, mais c'est surtout que c'est un risque réel pour nos entreprises. Donc si nous, on n'analyse pas, si on n'alerte pas le dirigeant sur ces risques climatiques, qui pour le coup un risque qualifié chez nous et bien analysé, bah, ça veut dire que je mets pas, j'alerte pas mon dirigeant d'entreprise dans les dangers qu'il va avoir demain, et si c'est prépare pas justement toute cette notion d'anticipation. Et ben, mon prêt, c'est que justement, on va dire dans 4-5 ans, il peut être en PL. Alors, on a parlé aussi des risques de réputation, qui sont évidemment aussi importants. Donc, c'est là où tout est lié, entre guillemets. Probablement qu'il y a 10-15 ans, on le faisait un peu naturellement, voilà, parce qu'on analyse un tout. Une entreprise, c'est pas juste un bilan. Sinon, je pense que déjà, le bilan, là, je parle des experts comptables, ce n'est que le reflet du passé. Voilà, donc on a besoin des prévisionnels et des business plans, et évidemment, ça, on compte beaucoup sur les experts comptables là-dessus. Mais voilà, ce n'est qu'une photo à date du passé, donc on a besoin de cette projection. Et je rajouterais un peu, alors, tu disais, est-ce qu'on ne finance plus une entreprise qui n'a pas intégré justement cette trajectoire de durabilité dans une entreprise? Le sujet, je le retournerait autrement, c'est-à-dire c'est pas nous, notre rôle, c'est de financer, effectivement, de s'assurer que le client, que ce financement contribue au développement de l'entreprise et que s'assurer sa capacité à honorer. Mais si, effectivement, dans sa capacité, je reviens finalement à ce que j'ai dit, dans sa capacité d'honorer, qu'il y a les risques climatiques ou un risque d'ESG, de capital humain, de business plan, bah oui, on ne va pas financer parce qu'en fait, le risque de ne pas pouvoir honorer sa dette, elle va être effectivement lié à ça. Donc aujourd'hui, c'est parfaitement intégré. Et c'est à nous d'alerter les dirigeants là-dessus. Alors là, je partage tout ce qui a été dit justement sur ces outils, que ce soit les bilans carbone, que ce soit la BSME. Si c'est juste, d'ailleurs, nos dirigeants, heureusement, c'est juste pour faire un diag, et puis voilà, j'ai un beau diag, j'ai une belle photo, je le mets de côté. Non, tous ces outils, tous ces diags, ils sont justement pour passer à l'action derrière. C'est-à-dire que j'ai une situation, et les dirigeants, c'est bien ce qu'ils font aujourd'hui, c'est je regarde, et ça peut être dans des process industriels, je regarde ce qui se passe. Voilà, j'ai une analyse, ça peut être même, si on prend juste un diag de productivité, c'est comment j'améliore ma productivité. Donc, c'est bien toujours pour un passage à l'action. Et nous, on est intéressés évidemment par ces outils parce que derrière, ce qui nous intéresse, c'est comment on passe à l'action, quels vont être les financements nécessaires et comment ça va contribuer à la pérennité et à la croissance de l'entreprise. Je vais rajouter un autre cas. On ne s'en rend pas compte, mais c'est pour dire que c'est parfaitement intégré. C'est le cas de la transmission. Transmission d'entreprise, alors qui est un enjeu, ça fait longtemps qu'on en parle, mais à un moment donné, ça va vraiment venir, les 500 000 entreprises qui vont devoir retrouver une entreprise non transmise, c'est un savoir-faire, c'est des emplois qui disparaissent. Transmission d'entreprise, aujourd'hui, transmission égale valorisation d'entreprise, parce qu'il faut déterminer un prix. Aujourd'hui, si dans la valorisation d'entreprise, ça rentre de plus en plus dans la valorisation, je ne regarde pas comment l'entreprise doit évoluer justement par rapport à ses risques climatiques, par rapport à ses impacts d'environnement, de capital humain, le risque, c'est que j'achète une entreprise 100, je vais dire, et qu'en fait, je me retrouve au bout de 6 mois à me rendre compte qu'elle va être en difficulté parce qu'elle n'aura pas anticipé et ça va coûter 200, ce qui remet évidemment le business plan et le financement. Je donne 100 et 200, c'est des exemples évidemment, ce qui remet en cause. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que même dans la valorisation d'entreprise, on est obligé d'intégrer est-ce que l'entreprise a bien travaillé sa trajectoire de durabilité dans tous les sens? Sinon, en fait, on va se dire, oui, si ce n'est pas intégré, le coût de l'entreprise du rachat derrière, alors il y a 20 ans, on parlait des cadavres dans le placard, ce n'est pas les cadavres dans le placard pour le coup, c'est vraiment dans cette anticipation. Donc oui, c'est parfaitement intégré et une entreprise qui n'aura pas anticipé, elle prend le risque effectivement la banque ne puisse pas financer parce que elle ne sera pas en capacité d'honorer dans l'avenir. Et nous, notre rôle, c'est bien d'anticiper la capacité avec le dirigeant, évidemment.
Merci beaucoup. On voit bien là ce qui se dessine depuis le début de cet échange. On est vraiment plus sur le passé, la photo, mais vraiment sur la projection, l'anticipation, la projection d'un business. Et ça, c'est important. Alors, je vais passer la parole maintenant à Philippe Counter, donc directeur du développement durable et du RSE-ESG du groupe BPI France. Merci. Alors, je prends le relais avec grand plaisir. Alors, deux choses. Oui, bien sûr, je suis d'accord, parce que si on n'était pas d'accord, on ne serait pas là. Hein, on est bien d'accord. Mais j'apporterai quand même quelques nuances. Alors, BPI France, nous, on est au contact tous les jours de milliers d'entreprises, des TPE, PME, cœur de cible sur l'ensemble des territoires. On nous considère comme un investisseur, un financeur, un réseau d'entrepreneurs, et nous apportons aussi auprès de nos camarades banquiers des garanties pour diminuer les risques dans le cadre de leurs interventions sur l'ensemble des territoires et des financements. Donc, on a une vision assez fine, en fait, du comportement des entreprises. Alors, je démarrais par un sujet moi, qui me tient à cœur, c'est pourquoi faut-il se mettre en marche sur ces sujets et modifier les modèles d'affaires. Comme dans toute chose, quand on fait des choses, il faut savoir pourquoi faut-il le faire. Le sujet, c'est que progressivement, et d'ailleurs c'est très caractérisé par deux sigles, le monde s'est décalé. Et ça, c'est très concret. On est passé d'un monde VICA à un monde banni. Donc, je ne sais pas si ça parle à un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que, et c'est la stricte réalité, le monde VICA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et le monde banni qui a repris le relais de ce monde, c'est fragile, brittle, du terme anglais, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Donc, le monde s'est formidablement décalé. Premier point. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a deux composantes qui font en sorte que ce sujet s'invite de plus en plus, mais on est loin d'être à la cible. Et je vais vous dire pourquoi. D'où l'intérêt que vous avez et l'importance et l'enjeu que vous avez de travailler ces sujets avec toute la texture TPE-PME. Le premier, c'est que le niveau de complexité de ces sujets a considérablement augmenté. Au départ, le système financier s'est emparé, comme l'on dit, du sujet climatique, non pas parce qu'ils ont estimé, ils avaient des croyances particulières, c'est pas ça le sujet. C'est parce qu'il y avait une dépréciation d'actifs à la clé. Donc l'ensemble du corpus bancaire s'est dit, on ne peut pas laisser filer la pelote et il faut travailler ce sujet parce que sinon, les tas d'entreprises vont déposer les bilans et on ne pourra plus les financer avec tout ce que ça veut dire sur le plan social. Le deuxième sujet, et d'ailleurs Jean Jouzel le dit très bien, sur l'aspect climatique, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on sait très bien à la cible ce que ça donne, mais ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est à quelle vitesse les choses vont se passer. On le voit bien sur le climat, il y a des tas de choses qui se passent, mais peut-être que l'année prochaine, il ne se passera plus rien. Il y a des sécheresses, etc. On ne connaît pas la pente. Et il y a quelque chose qui se rajoute aussi dans la complexité, simplement pour poser la big picture, c'est tout le monde est parti sur le climat. Et certains d'ailleurs ont considéré que le climat égale RSE ou ESG, qui est une hérésie totale. Le climat s'intègre dans l'environnement et l'environnement dans l'ESG. C'est-à-dire c'est un ensemble comme des poupées russes. Et ça, il faut parfaitement l'avoir en tête. J'entends encore, moi, des très proches qui disent « mais le climat, c'est la RSE ». Eh bien, oui et non, mais il faut savoir de quoi on parle. Donc, c'est important d'avoir cet élément-là. Et donc, ce sujet, il y a un autre sujet qui s'est invité très vite, c'est la crise sanitaire. Et c'est quoi? C'est le dérèglement de la biodiversité. C'est l'une de ses composantes. Et quand on parle de ça, les premières traces que l'on a, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a les inondations, etc., tout le monde pense climat, les sujets de transition, d'adaptation, mais les sujets auxquels on est confronté, ce ne sont pas ceux-là. On verra beaucoup plus rapidement des sujets à la biodiversité. Le sujet de l'artificialisation des sols, quand une usine met en place et veut augmenter ses capacités sur les territoires, quel est son impact? Les sujets des pollutions, terre, air, mer, toutes les entreprises sont concernées de près ou de loin dans leur supply chain, et cela a été dit avec beaucoup de justesse, la dépendance aux ressources. D'ailleurs, notre feuille de route stratégique biodiversité, on a mis 2 ans à poser pour les TPE-PME, intègre ces volets. Pourquoi? Parce que ça parle aux entrepreneurs. Et si on parle de la biodiversité comme une équation où 50% du PIB mondial est impacté, on perd tout le monde. Donc, il faut ramener les choses à un niveau territorial, local, qui parle aux patrons et aux patronnes de TPE-PME. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'autre sujet, le modèle d'affaires, et j'y viens très, très rapidement, c'est
Oui, il faut le changer, et il y a deux facteurs. Cela a été dit aussi de manière très précise, la poussée des régulateurs. Nous sommes également, comme vous, dans les risques systémiques, faisons partie du club des 13 banques, etc. Donc, il y a une poussée des régulateurs de la BCE pour imposer des sujets dans ce domaine et faire bouger les lignes. Très bonne chose. La Banque de France a intégré dans ses modèles, dans sa modélisation depuis de très nombreuses années, ça a démarré à Nantes et ils font un travail extrêmement fourni, à dire d'experts par classe de risque pour modifier les cotations Banque de France des entreprises. Et ça fait bouger tout le landerneau bancaire. Donc, on voit bien qu'il y a une poussée réglementaire qui est extrêmement forte et ça fait bouger les lignes. Et c'est vrai que moi, je rejoins également la thèse. Pour nous, la RSE, d'ailleurs, on a sorti en 2018 un petit livret, la RSE, les PME et les ETI, mais ça concerne aussi les TPE dans ce petit fascicule. Il y a autant de RSE que d'entreprises. Autant. Et chacun s'empare. Mais c'est très bien le volontariat et il faut avoir cet état d'esprit pour entraîner les hommes et les femmes des entreprises. En revanche, ça ne suffit pas aujourd'hui. Et je terminerai par un point. Donc là, on a bien compris que les modèles doivent changer. Et d'ailleurs, il y a un exemple flagrant. Il y en a, tu l'as dit, à demi-mot. Un exemple de maison de retraite où tous les comités de la Terre, il faut dire les choses, quoi, appeler un chat un chat. On est là pour se parler vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les comités de crédit de la Terre disaient c'est une cash machine. Je ne citerai pas le nom de cette entreprise. Il y en a qui disaient, mais attention, il y a maltraitance des personnes âgées, là, les protections ne sont pas changées. Il y avait des signaux faibles. Et ces signaux faibles sont devenus le sujet, ce qui a fait basculer le modèle et ce qui a fait qu'il a fallu un plan d'urgence pour sauver ce sujet et ce secteur d'activité. Donc, non, nous ne sommes pas encore totalement à la cible dans nos modèles d'analyse. On est encore, je le dis avec tout le regard un peu du passé, j'ai passé 20 ans chez Indosuez au Crédit Agricole dans les banques populaires, on a des modèles qui étaient linéaires, il faut les passer en modèle systémique. J'aime bien le terme extra-financier parce qu'il faut appeler un chat, c'est-à-dire il y a le financier, et il est très bien fait, mais il faut mettre l'adjuvant de l'extra-financier et il faut fondre l'ensemble. Il faut créer un nouveau tissu, un nouveau textile qui va s'appeler une nouvelle manière de voir le monde et les entreprises. Et donc, c'est un nouveau tissage qu'il faut faire ensemble. Mais aujourd'hui, dans nos modèles, c'est très perfectible. Et donc, le rôle des experts comptables est fondamental, comme je ne vais pas devancer le sujet, mais sur cette thématique de vision financière augmentée. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui, ouais, je voulais juste rebondir sur une partie que disait Philippe. Alors, effectivement, féliciter les travaux de la Banque de France. Mais en fait, le sous-jacent de ça, ce n'est pas le cas encore. Mais comme on parle beaucoup de projections, c'est que je reviens au rôle d'une banque, donc c'est financer l'économie. Et donc, financer, c'est analyser les risques. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Et en général, analyser les risques égale un prix derrière, qui est le taux d'intérêt. Notre rôle, c'est de faire circuler l'argent. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand le risque il est limité, bah, en général, d'ailleurs, l'entreprise est en bonne position, donc son taux d'intérêt diminue. À l'inverse, quand il est élevé, il augmente. Alors, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment donné, on se dit, de toute façon, ce n'est pas finançable, le projet, il y a trop de risques. Ce qui veut dire probablement dans les années à venir, je dis ça aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il faut quand même se projeter, c'est qu'il y a un moment donné, une entreprise qui n'aura pas intégré cette démarche dans son business plan, dans son modèle d'affaires, elle va peut-être avoir pas des difficultés à se financer, mais ça lui coûtera probablement plus cher. Voilà. Et probablement des difficultés après dans un temps 2 parce que sa pérennité revient en cause. Donc le coût, il va devenir un sujet. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors aujourd'hui, il est plutôt pris par les banques, et on en parlera après avec les prêts impact, c'est plutôt de récompenser l'effort en se disant, bah justement, une entreprise qui a intégré une démarche, du coup, elle a assuré une meilleure pérennité. Et donc, ça mérite, entre guillemets. Donc, notre risque, il est moins élevé. Et donc, on diminue nos taux d'intérêt. Vous avez aussi la Banque européenne d'investissement qui nous donne des enveloppes de bonification. Donc, on voit bien qu'on a un sens positif dans ce sens-là. On n'est pas encore dans le sens punitif, entre guillemets. Alors, punitif, ce n'est pas le terme, mais on n'est pas encore dans une application du coût de ce risque-là dans les taux. Mais attention quand même, il y a un moment donné, voilà, ça reste notre métier, c'est de faire circuler l'argent et le tarifer au bon prix par rapport au bon risque et au bon emprunteur. Oui, moi, je voulais juste refaire juste un point, ce qui me permet. C'est effectivement ce que tu as soulevé, c'est fondamental. C'est le prix ramené au coût du risque.
Et ça, je pense qu'on pourrait en parler aussi parce que ce n'est pas totalement bien fait et il y a un sujet. En revanche, il y a un autre sujet qui est aussi, et je pense que tu l'as souligné, c'est le fait que dans quelques mois, dans quelques années, on n'est pas là pour afficher le drapeau rouge, mais je pense qu'on va partager ce point de vue. Les entreprises qui ne se seront pas mises au travail dans le cas de transition, de plan d'adaptation, auront beaucoup de mal à trouver du financement. Donc, la communauté bancaire, et là, ça avance très vite, ne financera plus. Ne financeront plus les entreprises qui ne se seront pas mises au travail. D'où l'importance d'aider les entrepreneurs TPE, PME, pédagogie, sensibilisation, à leur faire comprendre dans leur secteur d'activité, sur leur territoire, pour démarrer des travaux. Ça, c'est vraiment, je pense que... Et d'où le rôle des experts comptables, des banquiers. Non, mais c'est important. Voilà, je pense que c'est aussi l'enjeu. On a Anne-Claire, effectivement, qui rappelle la partie réglementaire et la partie sanction de la BCE qui a impacté fortement le Crédit Agricole dernièrement. Donc, effectivement, le Crédit Agricole a subi une amende significative pour défaut d'évaluation dans le cadre de son risque de crédit du risque climatique. Et donc, il y a eu un effet significatif. Je ne sais pas si vous pouvez en dire. Alors, moi, je me permettrais de faire une petite parenthèse, puisque avant le poste de responsable développement durable, j'avais en charge la consolidation des risques groupes. Je crois qu'il faut appeler aussi un chat un chat. La BCE a démarré sur les risques systémiques. C'était sa feuille de route. Elle est venue un peu tardivement sur le climat. Donc, pour dire que ce n'est pas si clair que ça. Et c'est vrai que c'est un sujet difficile. Donc, on l'a vu, elle a fait des missions spécifiques dans nos établissements sur la verticale climat. Donc, ça a été avec second effet, c'est-à-dire avec un effet, ils ne l'ont pas pris à l'origine. Quand ils ont monté la tour à Francfort, avec les 6000 collaborateurs à la BCE, ils n'ont pas monté le truc. Donc, il faut se dire aussi, je crois qu'il faut être très humble par rapport à ces sujets et dire aux entrepreneurs et auxquels vous êtes en contact, tous, c'est pas simple pour eux, on l'a dit, et effectivement, il faut être bienveillant pour les aider à travailler ces sujets. Et le climat, etc., c'est pas des choses, c'est pas des révélations absolues, c'est d'une complexité totale, donc il faut vraiment aider. Très bien. Alors, vous avez déjà un peu anticipé, mais la deuxième question que je voulais vous poser, enfin qu'on voulait vous poser, c'était finalement comment cette nouvelle vision, si on peut dire, doit être portée dans l'entreprise. Demain, peut-être? Là, c'est vaste. On retombe sur ce qui a déjà beaucoup été dit, hein, qui est effectivement, on est sur d'abord une analyse et que comprendre le modèle d'affaires et le modèle économique et identifier ses points de vulnérabilité et ses points de résilience, c'est de plus en plus analyser ce qui est normalement le sous-jacent, hein, c'est analyser ses chaînes de valeur, c'est analyser ses sous-traitants, c'est analyser dans sa chaîne de sous-traitance et des chaînes d'approvisionnement, et ben, c'est dépendance critique à des approvisionnements de ressources. Et on retombe là sur du sujet, et que vous disiez, c'est pas que du climat, c'est de la biodiversité, c'est de l'économie circulaire, c'est des déchets, c'est ces éléments-là. Analyser aussi le côté client, identifier des opportunités. Et ça rentre dans une vision assez stratégique de l'entreprise. Et en fait, si on prend les analyses et les outils type VSME, ces normes-là, in fine, si on les prend et on les utilise comme des outils et pas comme des fins en soi, on retrouve ce chemin-là. On retrouve, élargissez votre analyse et votre compréhension du modèle d'affaires comme vous devez le faire de toute manière parce que ça fait partie de vos sous-jacents, en y intégrant le plus possible cette complexité que vous citiez également, qui est la diversité des sujets et des facteurs et des causes de risque dans vos analyses. Donc ça, c'est effectivement la première chose, et je crois que vous l'avez dit aussi, ce n'est qu'un état des lieux pour construire des plans d'action et s'autoriser des visions stratégiques qu'il s'agit ensuite de décliner. Et là, on retombe sur de l'accompagnement, on retombe sur du financement, on retombe sur des besoins qui vont nécessiter parfois effectivement des financements, mais c'est des opportunités qui vont être aujourd'hui peut-être vécues positivement parce qu'on ira à temps et qui demain seront des contraintes parce qu'il sera déjà presque trop tard. Merci Jérôme. Alors, peut-être pour compléter, en fait, on a bien, et nous, c'est aussi comme ça qu'on doit analyser, et c'est comme ça qu'on doit avoir
une action collective. C'est qu'une entreprise fait partie d'un écosystème. Alors, on pourrait retourner le mot, c'est-à-dire qu'un écosystème, c'est un système économique. Donc, une entreprise, elle a des clients, elle a des fournisseurs. Et justement, alors c'était aussi l'esprit du scope 3 sur les bilans carbone, c'est de dire, moi, entreprise, je peux juste travailler ma trajectoire propre, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette première partie, mais si je ne regarde pas mes fournisseurs et mes clients, ce qu'ils font aussi, parce que le risque de juste travailler, on a dit des risques climatiques, mais l'ensemble de ces risques-là, moi j'aime bien relier le capital humain, le capital financier. Alors, je parlais souvent de capital environnemental, j'aime bien le capital naturel. Du coup, je vais changer dans mon élément de langage parce que je trouve que c'est beaucoup plus englobant et c'est vrai que la biodiversité est un vrai sujet quelque part de base avant tout. Et en fait, le tout sont liés. Donc, si moi je ne me préoccupe pas non plus, et c'est là où collectivement on doit tous travailler ensemble, je ne me préoccupe pas de qu'est-ce que mon client a fait justement sur cette trajectoire, dans cette projection. Le risque, lui, sont en difficulté. Et là, je vous refais toute la supply chain entre guillemets. Donc, difficulté égale, alors là, on va revenir dans le réel, peut-être impayé, hein, très financier. Et du coup, moi, je me mets en difficulté. Et voilà, donc vous avez une chaîne comme ça. Et de la manière, le fournisseur, si mon fournisseur, il n'a pas aussi... Et c'est pour ça que tout le monde doit se parler entre eux et ça doit être collectif. Parce que si le fournisseur, il se retrouve lui aussi impacté, Philippe l'a beaucoup dit sur les risques climatiques, mais on a aussi tous les autres enjeux, notamment sociétaux, impactés dessus, je perds mon fournisseur. Vous savez, je pense que tous ceux qui faisaient l'analyse financière, il y avait toujours ces exemples dans le b.a.-ba de l'analyse financière. Attention, quand votre entreprise elle est monoclient ou monofournisseur. Voilà, voilà, bon, heureusement, ça n'existe plus. Enfin, si, ça existe toujours, mais l'alerte d'un financeur, pour le coup, je dis, ah bah oui, mais attention, si vous perdez le client, vous perdez, voilà. En plus, il y a de la réglementation qui s'est mise en route depuis déjà quelques années. C'est un peu le même principe, en fait. Si mon client ou mon fournisseur a une forte dépendance ou présente un risque élevé sur les risques climatiques ou ma chaîne ou les risques sociétaux, je serai aussi impacté. De la même chose que si je perds mon client et que j'ai qu'un seul client ou qu'un seul fournisseur, ou en tout cas principal. Donc, on a bien cette chaîne de valeur. Et moi, après, je fais le lien avec ce capital humain et on peut refaire le lien avec finalement les risques climatiques. Un des moteurs de l'entreprise, c'est son capital humain. Il y a le capital financier, il y a le capital humain. Donc, et on l'a vu, alors on l'a vu avec la crise du Covid, des entreprises se sont créées aux fermetures, etc. Quand mes collaborateurs ne peuvent plus venir en entreprise, quand ils ne sont plus dans des conditions pour mener à bien leur travail, aujourd'hui, on a cette difficulté justement. Du coup, j'ai un de mes moteurs d'activité qui est perdu. De la même manière, et c'est vrai que Philippe l'a dit, on est depuis déjà des années, on est régulièrement, l'actualité nous le rappelle régulièrement. Si mes collaborateurs sont coincés parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des tempêtes, voilà, l'actualité nous le rappelle régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Je perds un de mes moteurs principaux qui est le capital humain et donc mon activité en difficulté. Et c'est là où tout le monde doit prendre conscience et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez même, alors on parle beaucoup de génération, mais vous avez bien sûr que des collaborateurs vont regarder la trajectoire finalement pour le même raisonnement qu'on vient de dire à l'instant, c'est de dire moi si je travaille dans une entreprise qui n'a rien prévu, qui ne s'est pas mis en action, au-delà de mes convictions personnelles, il faut quand même aussi parler de l'environnement, parce qu'en fait, tout est lié globalement. C'est peut-être une entreprise sur laquelle qui va être en difficulté, et donc je vais perdre mon emploi. On l'a dit aujourd'hui. En final, c'est le risque. Derrière, c'est comment ces risques-là ont un impact sur le financier, dans la pérennité de l'entreprise, et donc sa défaillance, et donc ma perte d'emploi. Donc, tout est lié. C'est pour ça qu'il faut engager tout le monde. Pour moi, là-dessus, on dit qu'il faut toujours embarquer tout le monde, à la fois mon écosystème client-fournisseur, mes collaborateurs, et là, on aura... alors, il n'y a jamais de garantie. En banque, on sait qu'il n'y a jamais de garantie. Voilà. On n'a jamais de certitude. Ça fait très bien dit Philippe. Mais plus on est ensemble, et après, plus on conseille en amont avec vous, les experts comptables, mieux ça sera finalement pour tout le monde, et tout le monde est gagnant. Et encore une fois, on en a besoin tous. J'ai une question qui me vient en parlant du capital humain. C'est vrai que c'est difficile pour un banquier de financer le capital humain.
c'est souvent le reproche qui a été fait aux banquiers, le capital immatériel, rattaché au facteur humain. Aujourd'hui, comment vous appréhendez cet enjeu qui porte sur le capital humain? C'est un sujet, hein. C'est un vrai sujet. Alors, difficile à financer, c'est souvent, alors je ne veux pas renvoyer la balle, mais c'est quelle demande d'investissement on a sur le capital humain aussi côté entreprise. Donc, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui, au-delà de l'investissement, qui contribuent à améliorer le capital humain. Mais après, tu l'as dit en préambule tout à l'heure dans la méthode justement Canva, il y a les formations, etc. Donc, moi, à partir du moment, je redis, une banque regarde évidemment le capital humain. On sait aujourd'hui, une entreprise, notamment dans l'industrie, qui a un savoir-faire qui repose sur 2-3 collaborateurs. Voilà, on regarde comment la transmission, parce que voilà, on a beaucoup d'activités qui finalement ont disparu parce que la personne part tout simplement en retraite. Alors voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est déjà peut-être que j'imagine qu'il y a peut-être des recherches aujourd'hui, c'est comment on intègre ce capital humain dans la comptabilité. Comment ça en devient peut-être un actif incorporel, entre guillemets. Alors, il y a un exemple qui existe pour moi, c'est pas les entreprises les plus traditionnelles qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, je l'ai en tête, c'est les clubs de foot. Aujourd'hui, les joueurs de foot sont un actif de l'entreprise. Ils sont valorisés. Moi, je pense qu'un jour, il va falloir qu'on valorise, entre guillemets, comptablement ce capital humain. Et d'autant plus, tu l'as dit, avec l'essor de l'IA, parce qu'en fait, moi, plutôt personnellement, je pense que l'IA, on est encore loin devant ça à remplacer l'humain, voilà, donc on va bien avoir peut-être un humain augmenté, entre guillemets, mais on va quand même besoin d'avoir un humain. Et probablement qu'une entreprise, on verra comment va évoluer l'IA, etc., mais une entreprise qui n'aura pas intégré l'IA dans son capital humain, elle va avoir une dévalorisation, peut-être, alors ça c'est peut-être pas, je ne sais pas, politiquement correct de dire est-ce qu'il va falloir amortir le capital humain. Non mais on peut aller loin dans la comptabilité, là je laisse les experts comptables sur ce travail-là, mais en tout cas, oui c'est une valeur de l'entreprise, donc oui il faut l'entretenir. Nous on finance souvent, on finance déjà le capital humain, c'est surtout quand on a des entreprises qui sont en fort développement, des équipes, alors il y a les équipes de recherche, pour le coup. Si je peux donner un exemple populaire, parce que là, moi je connais les chiffres, c'est 1,7 milliard de financement à l'innovation sur les entreprises innovantes. Donc, ce n'est pas que les startups, c'est aussi l'entreprise. L'innovation, pour nous, banquiers, c'est effectivement le plus dur. Je ne sais pas si c'est le plus dur, mais en tout cas, ce n'est pas le plus simple à financer parce que ce n'est pas tangible. Et c'est surtout que je ne sais pas si l'innovation qui va être travaillée par l'entreprise va produire ses effets dans son business plan, etc. Donc, évidemment, à nous, et là, on a développé toute une expertise là-dessus. On s'appuie aussi beaucoup sur BPI, c'est vrai, mais voilà, donc c'est là où, oui, ça se finance, et on le finance, mais plutôt sur ce fait d'innovation, voilà, en lien avec l'innovation qui est recherchée et les frais de recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Philippe, tu voulais rebondir ? Oui, alors moi j'aime bien cette approche, et je fais une petite nuance également là-dessus, c'est que j'aime beaucoup parler de ressources qui se transforment en capital. Parce qu'une ressource ne se transforme pas toujours en capital. Alors moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'être au board de l'Observatoire de l'immatériel. C'est une question qui est aussi extrêmement complexe. Et si on prend le sujet des hommes et des femmes dans les entreprises, aujourd'hui, toutes les entreprises, tu l'as dit, alors tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise ont deux sujets. C'est pas le climat. Il y a aussi le climat. C'est difficulté de garder ses collaborateurs et difficulté de recruter. Toutes les entreprises. On connaît ça très bien, les cabinets. Moi, je sais qu'à chaque fois que je le dis à une entreprise, quel que soit son secteur, je suis sûr de ne pas me tromper. Ça marche. Parce que c'est un problème, mais généralisé. Donc là, il y a un vrai sujet de fond. Donc, une fois que l'on a dit ça, c'est aussi de se dire, dans les modèles, et ça a été souligné sur la chaîne de valeur. On a mené, nous, 3 études sur la chaîne de valeur avec PwC et l'ORS, l'Observatoire de la RSE, 3 photos, 2019, 2021, 2025. La parole aux fournisseurs. Et donc, c'est dans la supply chain, dans la chaîne de valeur, c'est la vision, non pas des donneurs d'ordre, mais des fournisseurs, ce qui est très intéressant.
Et ces 3 photographies, on peut voir sur tous les sites, etc., c'est accessible, démontrent que c'est très important pour une entreprise de ne pas avoir, si je peux me permettre, l'arme au pied sur ces sujets. Climat, les sujets de plans d'action sociétaux, les sujets dans leur environnement, etc., sur leur territoire. Donc, ils sont dans un écosystème. L'entreprise n'est plus seule dans sa bulle quelque part. Elle est en interaction avec tout un ensemble d'acteurs, là où elle est. Et effectivement, il y a les 3 niveaux. Il y a tout ce qui a trait à l'environnement, les sujets du social, et ce qu'on appelle un peu pompeusement la gouvernance, mais c'est comment diriger sa boîte. Si on dit gouvernance à une TPE, on se fait vraiment très vite. Mais, donc, le sujet, il est là, et ça veut dire derrière, et ça, on s'en est rendu compte, et on a eu ce questionnement. Nous, on milite, mais comme la plupart des établissements, pour la simplification. Et quand il y a eu ces débats à Bercy avec Olivier Grégoire, nous étions là avec la CPME, etc. Et on militait bien sûr pour la simplification. Et on s'est dit, mais oui, très bien, mais attention de ne pas perdre quand même en granularité. Et avec ce qui s'est passé avec Omnibus, à la réglementation, on s'est dit c'est une bonne chose, mais derrière, attention, il ne faut pas reculer. Comme on dit, il faut mettre une cale pour ne pas trop reculer. Donc, il faut une juste proportion des choses parce qu'on sait très bien que derrière, il y a d'autres enjeux, ça a été dit un peu en filigrane tout à l'heure, des enjeux, on y reviendra probablement, de pilotage des risques, intégration, direction financière et surtout data. Donc, ça veut dire que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau, doit travailler un peu sur ces dimensions, un peu, moyennement beaucoup, et doit se mettre au travail. Ça, c'est fondamental. Et donc, dans cette ligne-là, le rôle des experts comptables est fondamental. Comme force locale, territoriale, d'appui, de maillage, c'est essentiel. L'expert comptable, c'est l'ami d'entrepreneur sur le territoire. Quand un patron, une patronne de TPE a une question, à qui il pose la question? À son banquier? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas un instant. Même si les relations sont les meilleures au monde, ce qui est souvent le cas. Non, c'est à l'expert, parce que, tiens, j'ai tel problème, comment je peux m'y prendre, etc. C'est le chaînage vraiment utile. Donc, dans cette construction, simplification, mais attention, il ne faut pas lâcher la flotte. Pourquoi? Parce que sinon, les entreprises vont payer cash l'hémorragie des salariés. Les attentes des salariés depuis la crise sanitaire ont considérablement augmenté en termes d'exigence vis-à-vis de leurs entreprises. Et l'entreprise aujourd'hui, nous on a un slogan, mais qui est au-delà du slogan, c'est acteur du changement. Mais ce n'est pas un slogan, c'est qu'en fait, sur les territoires, ce sont les entreprises qui font le boulot, quoi. Qui font vivre les familles, qui créent, qui poussent les innovations, qui maintiennent le cap malgré toute l'incertitude du monde banni qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est essentiel. Merci. Oui, Yana, je voulais rebondir un peu à ce qui vient d'être dit juste avant, parce qu'on est dans un univers où, quand on parle de l'ESG, on n'a pas une métrique qui est la métrique financière avec des euros à la fin. Il va falloir apprendre à gérer cette complexité de plus en plus et à se dire, peut-être qu'à la fin, ça se traduira par des euros, mais sans doute pas tout, à horizon moyen à long terme même. Et donc, on est dans cet environnement qui est très complexe, avec des multiplicités de champs différents, qui quand même contribuent à une vision et une cohérence globale d'ensemble. Ça constitue le tout. Et en plus, on est dans une vision incertaine. C'était Banni, Lucas versus Banni. Donc, on a cette complexité, cette multiplicité des outils et des métriques de pilotage, donc la data. Un des leviers que je trouve très intéressant, et on l'a testé aussi en interne, et puis il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent là-dessus, c'est la force au niveau des dirigeants de scénarios et de travailler sur des visions des scénarios prospectifs, en se disant, en faisant un petit peu des récits. À horizon 2050, à quoi pourra ressembler le monde? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Ça peut paraître très loin, ça peut paraître très ésotérique, mais c'est aussi une façon de rendre l'élément compréhensible et de le vivre un petit peu. Donc, on est dans un univers complexe, on est dans un univers incertain. Quel outil on a pour apprécier ça? Il va falloir accepter que ça ne soit pas que l'outil métrique financier, même si des rapprochements doivent être faits. Et je trouve que la force du récit, de la vision et d'utilisation de scénarios pour arriver à se projeter est très intéressant. Oui, merci. Et c'est vrai que ça met bien en évidence
le fait qu'il faut que le dirigeant soit embarqué, ben, c'est lui le premier. On parlait tout à l'heure d'embarquement collectif, mais c'est lui qui va tirer en fait tout ça. Mais Philippe, Je voulais juste compléter, je vais faire attention parce que j'ai un de mes actionnaires à la table. Donc je vais faire attention à ce que je dis quand même. Oui, c'est sur la vision. Le thème, c'est, on l'a dit et on l'a redit, et je crois qu'on le partage tous. D'ailleurs, il y a eu des réflexions très abouties sur ce sujet, c'est l'incertitude. Et nos dernières études de baromètre le démontrent, y compris, et ce n'est pas agressif de le dire, pour les entrepreneurs aujourd'hui, l'incertitude, c'est-à-dire la non-stabilisation, ne serait-ce que politique, pose un énorme problème. C'est ce qui remonte en haut, je dirais, du baromètre. Et dans ce cadre-là, c'est toute la difficulté avec les maisons comme les nôtres. Et je mesure la qualité du travail qui est fait, hein, parce que je connais bien sûr plus en détail la caisse, hein, puisqu'on est très très proche. L'extraordinaire difficulté du travail de projection. Et pour un entrepreneur TPE, PME, c'est un vrai sujet. Je n'y vois rien, je dois avancer, comment je m'y prends? C'est vraiment ça les questions fondamentales, ça ne va pas au-delà. Ce n'est pas le plan à 3-5 ans pour eux, aujourd'hui, c'est regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un an, on pensait qu'on aurait cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des créés, etc. Donc on voit très bien que, et ce qu'on se dit, c'est qu'il faut s'habituer à cet état permanent. Il y aura toujours quelque chose maintenant, mais la difficulté, c'est d'essayer d'avoir une vision. Et aujourd'hui, c'est hyper dur. La plupart des dirigeants n'ont pas de vision. C'est comment avancer, comment orienter les choses dans cet océan d'incertitude. Et c'est là où les conseils, les forces d'appui sont fondamentales. Le rôle des experts, comme nous, les banques, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on voit beaucoup de cas. On voit différents secteurs d'activité. On peut en tirer des éléments, c'est de les partager, etc. C'est un travail collectif, de construction collective, et c'est là où on a un rôle vraiment qui est central. Alors, je pense qu'on pourrait dire que c'est notre responsabilité sociétale, pour le coup, expert comptable et financeur de l'économie. Effectivement, comme disait Yona et Philippe, de donner ce temps et d'épauler le dirigeant sur cette vision, sur cette projection, parce que on sait tous, un dirigeant de TPE, PME, alors au-delà de l'incertitude qui le préoccupe au quotidien, il a aussi la tête dans le guidon de son entreprise. Et donc, il ne voit pas forcément, entre guillemets, comment il doit se projeter cette vision. Et s'il y a bien des acteurs aujourd'hui qui peuvent le conseiller et lui proposer ce temps, entre guillemets, pour moi, ce sont les experts comptables et les financeurs. Moi, ce que j'aime bien dans la remarque, c'est de dire, effectivement, le chef d'entreprise, aujourd'hui, il est dans l'agilité, il est dans la réaction par rapport à ce qu'il vit, par rapport au choc qu'il subit. Et effectivement, notre rôle, ça va être d'essayer de l'accompagner à essayer d'avoir une vision, toujours en étant à ses côtés, dans ces chocs qu'il subit. On est confronté au sujet RH, on est confronté à des sujets d'incidents de paiement, d'infrastructures qui sont impossibles à utiliser pour des raisons d'innovation. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Donc, on est à leur côté, comme d'autres acteurs, sur cette nécessité à être agile. Et effectivement, il faut les accompagner aussi dans cette dimension un peu vision pour leur permettre d'avoir une trajectoire, même si c'est très complexe. Effectivement, et ça s'adaptera. Aujourd'hui, une trajectoire, elle n'est pas définie à vitam aeternam. Donc, l'agilité nécessite aussi, à un moment donné, de faire pivoter les plans d'action et d'être aussi agile dans la projection qu'on est aujourd'hui agile dans la réaction par rapport à ce qu'on subit aujourd'hui dans nos entreprises. Et si je puis me permettre, on parlera de l'accompagnement, je pense, un petit peu plus tard, simplement de dire qu'au-delà c'est la sensibilisation et le fait de passer les bons messages. Vous voyez, comme avec les sujets d'omnibus et CSRD, nous, partout en France, à chaque fois que moi j'allais dans les tables rondes, etc., on me dit, mais des entrepreneurs, est-ce qu'on doit poser le crayon? Je reprends exactement leur terme. Non, il ne faut pas poser le crayon, et surtout pas. Et donc, on a un vrai problème conceptuel, c'est que quand on est en voiture et qu'il y a énormément de brouillard, c'est pas du tout naturel d'essayer d'avancer et d'accélérer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux entrepreneurs. Donc, c'est contre nature, c'est ultra difficile. L'image est forte. Et c'est ce qu'il faut faire. On a une certitude en ce qui nous concerne, on a peu de certitude. Il y en a une, c'est que si on s'arrête, si on ne fait rien, et comme le dit Jean Jouzel, c'est fichu. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. En revanche, le fait de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de passer les bons messages, de relayer, de donner confiance. Il faut donner confiance aux entrepreneurs parce que c'est eux qui… chez nous, c'est des slogans aussi. Mais au-delà du slogan, c'est une force d'action. C'est de dire oser aller de l'avant, ayez de l'audace. C'est vrai qu'on utilise ces termes. Mais d'ailleurs, ces termes, ils sont très corporate. Et moi, je les connais également dans d'autres forces, dans des forces militaires. C'est généralement les pavillons des forces d'élite. Croire et oser, etc. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que ceux qui vont de l'avant, ceux qui veulent vraiment se projeter et qui mettent leur énergie, leur force là-dedans, et là, il y a un rôle, et on l'a dit, non, considérable à jouer. C'est intéressant ce rôle pédagogique, effectivement, d'être dans cette logique de dire aujourd'hui, ne pas poser le crayon parce que du point de vue réglementaire, on a réduit les exigences par la force du compromis dans les négociations entre les représentants du patronat, les représentants des syndicats, les ONG. On a été amené dans les débats qu'on a eu à l'autorité des normes comptables, comme au niveau européen, on a été obligé de réduire le niveau réglementaire, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'enjeu de la pérennité de nos activités. Donc, effectivement, faire de la pédagogie auprès de nos clients sur ces sujets-là, c'est quelque chose qui va être très important dans nos métiers et ça va venir vite parce que les entreprises qui ne feront pas cet effort-là risquent d'avoir des sujets à court terme. Pédagogie et incitation à l'action. Oui. Très bien. Là, on arrive sur cette troisième partie, mais qu'on avait déjà bien entamée. C'est sur le rôle que peuvent avoir les experts comptables, celui comme relais pour accompagner les entreprises dans cette période, comme on dit, assez troublée. Et donc, on avait des exemples avec Kiona de ce que vous avez vu au sein des experts immobiliers. Je trouvais ça… une belle illustration en fait de ce que peuvent faire une fédération professionnelle. Alors effectivement, moi je connais bien la partie expertise immobilière puisqu'il y a eu un long cheminement chez ces métiers depuis une quinzaine d'années. Et ça a démarré il y a 15 ans en disant par des guidance notes, donc des orientations, des lignes mais non obligatoires, pour dire, l'immobilier, les bâtiments, les caractéristiques environnementales sont, ça a commencé par l'environnement, sont des éléments qui doivent être intégrés à l'analyse dès lors qu'ils sont intéressants. Alors, on est sur un métier qui est comme l'expertise comptable, c'est un métier très réglementé, on ne peut rien intégrer d'autre que ce qui se retrouve dans le marché. Mais cependant, il y avait déjà à l'époque des signaux qui montraient que le marché, avec des décrets en France comme le décret tertiaire de l'époque, avant la première action, le Grenelle 2 pour ceux qui ont connu, disait il va y avoir des capex à mettre sur la table pour rénover. Il va falloir commencer à intégrer. Donc, ça a démarré il y a 15 ans avec ces premières lignes directrices non contraignantes. L'expert immobilier doit commencer à identifier. Quand il recherche des comparables, il doit pouvoir regarder des comparables qui commencent à intégrer ces éléments-là. Il y avait des premières certifications à l'époque. Et puis, il commence à intégrer dans les capex. Voilà. Premier élément, regardez, commencez à vous former. 10 ans plus tard, cette ligne est devenue une ligne obligatoire en disant l'expert immobilier a le devoir et l'obligation de regarder les critères environnementaux, sociaux, les caractéristiques du bâtiment pour les intégrer à son expertise. Là encore, on est sur le respect des valeurs de marché, des prix, des capex, des éléments très tangibles, mais dès lors où vous avez une preuve, vous devez l'intégrer. Et c'est un manquement de ne pas le faire, de ne pas avoir demandé les informations. Et ça, c'est devenu obligatoire dans les éléments d'expertise. Dernière étape, pas plus tard qu'il y a 1 an, il est maintenant obligatoire pour les experts immobiliers d'ajouter séparément, en plus à l'expertise, une note de facteur de risque sur la durabilité, sur une vision prospective de en quoi les critères de durabilité, même si aujourd'hui ils ne se reflètent pas dans les sous-jacents immobiliers, pourraient avoir un impact à long terme. Et je trouve que cette évolution est assez intéressante. En termes d'expertise comptable, cette fois-ci, il y aura peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y aura peut-être un lien à faire avec ce cheminement qui a eu lieu dans l'expertise immobilière. Et puis, on en voit un petit peu déjà des éléments. Je voulais citer l'EFRAG, on ne l'a pas encore dit, mais évidemment, l'EFRAG, l'instance de normalisation européenne, a travaillé
sur les normes comptables, mais elle a travaillé aussi sur les normes extra-financières, j'ai utilisé le mot, les normes de durabilité. Et elle a travaillé là-dessus à tout un champ de discussion, avec d'ailleurs une consultation encore en cours, sur la connectivité financière. La notion, d'ailleurs, ce qu'on disait en début de ce débat, de dire que l'analyse des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, de durabilité, sont des signaux faibles de ce qui pourrait se retrouver demain dans les éléments financiers, fait partie de toute cette réflexion des FRAG sous un vocable qui s'appelle le vocable de matérialité dynamique, de dire que les impacts d'aujourd'hui sont des risques financiers potentiels de demain. Et dans ces études-là sur la connectivité financière, c'est exactement ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent il y a un rôle de celui qui fait les comptes pour identifier dans les éléments de durabilité des éléments de signaux forts et à être en point de vigilance. Vous émettez des pollutions, potentiellement, ça veut dire qu'il y a des provisions peut-être. Vous avez des enjeux humains, qu'est-ce qui se passe sur la masse salariale? Vous avez des éléments, et donc ce n'est pas une obligation, on n'est pas dans quelque chose de 1 pour 1, il y a un risque en matière de durabilité, il doit absolument se retrouver à l'instant T dans les comptes, mais on est sur d'ores et déjà des points de vigilance, analyser les enjeux et impacts de durabilité, ça permet aussi d'identifier si dans les comptes les éléments se sont bien matérialisés. Et puis, rôle potentiel, on l'a dit, on l'a ressouligné tous, je crois, rôle d'accompagnement sur une vision prospective sur ce qui va être dans la durabilité et qui pourra avoir un impact. Et on a de plus en plus d'exemples dans la presse d'entreprises qui, alors là, cet été, avec les vagues de chaleur, rupture de continuité d'exploitation en disant bah non, on ne peut pas travailler vague de chaleur, risque eau, pareil, approvisionnement bloqué parce que les nappes sont trop basses. On a de plus en plus d'exemples, je ne l'ai pas cité sur le volet social, mais on a les mêmes choses. Grève, c'était il y a 2 ans, 3 ans, Amazon, qui avait une grande grève, qui avait eu un impact assez considérable. Je me souviens d'articles dans les Échos sur les impacts, sur les résultats d'exploitation d'Amazon liés à la grève qu'il y avait eu sur les entrepôts logistiques. On en retrouve de plus en plus ces éléments très tangibles et ça ne devrait que continuer à se multiplier. Merci Léna. C'est intéressant ce que vous dites, le lien entre l'expert immobilier et l'expert comptable sur la dimension obligation de conseil. Dans le cadre de notre profession, nous avons une obligation de conseil. Donc la réflexion autour de ces sujets-là, à un moment donné, va devoir être intégrée dans votre obligation de conseil. Et le deuxième point que vous avez souligné, c'est la connectivité entre l'extra-financier et le financier, aujourd'hui qui est un sujet de débat. Au niveau de l'ANC, effectivement, on travaille aussi sur cette thématique et on va répondre aussi à l'EFRAG, la consultation qui est en cours. Effectivement, aujourd'hui, dans le domaine financier, on va se focaliser sur le fait générateur de risque avéré qui nécessite de constater une provision et des éléments un peu plus prospectifs qui nécessiteront d'avoir un narratif, probablement, dans la partie rédactionnelle de l'annexe, qui fait l'objet de débats et d'une recherche de consensus au niveau des différentes parties prenantes, au niveau de l'ANC, mais aussi au niveau de l'EFRAG. Donc effectivement, on va avoir des sujets de réflexion sur cette thématique. On en est qu'au tout début sur ce sujet de la connectivité financière. Voilà, donc on a un débat en cours qui va probablement durer encore un certain temps. On amorce le sujet. Merci beaucoup. Alors moi, si je peux juste aussi rebondir sur l'immobilier, avant de parler justement du rôle de l'expert comptable, en banque, traditionnellement, enfin, toutes banques confondues, on aime bien financer l'immobilier d'exploitation. Et une bonne raison à ça, c'est que on pourrait presque parler au passé, mais c'est que c'est une garantie réelle et c'est un risque. Voilà, c'est une très bonne garantie, c'est un risque facile. Tout simple, on regarde le risque hypothécaire. Donc en fait, il y a allez, peut-être encore 5 ans, on achète le bien, il y a apport ou pas apport, on sait comment ça va être valorisé. Et en fait, on regarde le fameux adage, l'emplacement. Voilà, donc le risque, c'était un très bon risque parce que c'était un risque une garantie qu'on arrivait à projeter dans le temps. Et donc, les banques adorent financer ça. Ça on le sait. En plus, c'est sur 15 ans. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Justement parce que tout ce que vient de dire là, et parce qu'on a tous les impacts qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, et juste financer un bien immobilier au-delà de sa garantie hypothécaire, c'est ce bien immobilier d'exploitation,
il peut ne valoir pas grand-chose à la fin dans sa revente parce qu'il y aura tellement de travaux à mener et ça peut être autour, hein, je parle même pas du bien du bâti, c'est aussi son environnement parce que inondation, sécheresse, etc. Que en fait il sera invendable parce que il sera vendable pour un prix symbolique parce que pour le remettre à niveau et pour lui redonner une existence pour les 15-20 prochaines années, il va falloir. Donc aujourd'hui, on est obligé d'estimer ça. Et vous avez aussi, et Philippe en a parlé sur le Covid, c'est aussi, et là je fais le lien avec le capital humain, c'est qu'aujourd'hui les modalités de travail ont quand même changé, alors vous avez le télétravail, etc. Donc d'ailleurs aujourd'hui, combien de biens immobiliers sont en difficulté parce que quand il y avait 100 salariés en permanence, aujourd'hui on n'a plus que 50, donc j'ai des espaces vides et je dois refaire des travaux pour réaménager parce que le travail s'est modifié dans son opérationnalité. Bon, c'est juste la petite aparté, mais voilà, c'était un peu le Graal, j'exagère en disant ça pour les banques. On regarde toujours, mais on le regarde beaucoup plus différemment et le risque n'est plus qu'un risque hypothécaire aujourd'hui. Voilà. Alors, le rôle des experts comptables, nous, alors, bon, malheureusement, Philippe l'a dit, on rêverait d'être le premier conseiller des entreprises en France. On ne l'est pas, c'est des experts comptables. Voilà. Bon, on est la première banque des entreprises en France, on est très contents, mais effectivement, nous, notre rôle, c'est cette pédagogie, et c'est là, nous, on est très contents, je fais un petit mot, mais du partenariat qu'on a avec vous, les experts comptables, parce que finalement, c'est la résultante de tout ce qu'on vient de dire et l'esprit de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que il faut qu'on porte cette pédagogie et ce conseil, et donc, qui dit conseil, dit qu'il faut qu'on s'adresse au premier conseiller des entreprises. Je ne dirai pas une troisième fois, hein, ça devient dur pour moi, mais non, je plaisante. Et du coup, c'est bien cette association dessus de dire, voilà, on l'a dit aujourd'hui, nous, on fait, il y a beaucoup. On fait notamment parce que cette supervision, mais justement parce que le côté réglementaire, c'est imposé et il faut aller au-delà. Justement, on a ces questionnaires ESG qu'on pose justement pour voir où en est l'entreprise. C'est là où il faut probablement qu'on travaille encore plus ensemble, au-delà avec les outils de VSM. C'est juste, c'est pas une photo, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Quand on fait ces questionnaires, c'est effectivement pour faire une photo à date, mais c'est se projeter. Et comment on conseille derrière, avec vous les experts comptables, sur les investissements à mener, les actions à mener pour diminuer et finalement améliorer la pérennité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a avec vous ce prêt impact qui derrière, effectivement, on met, alors pour le coup, on dit des critères extra-financiers, mais qui vont bien contribuer à la pérennité de l'entreprise dans son business plan, mais aussi dans sa pérennité par rapport au risque climatique dont on a parlé ou par rapport au risque humain. Donc, il faut qu'on fasse ce travail ensemble parce qu'il faut que ces critères, ces objectifs soient choisis dans cet objectif-là pour l'entreprise, avec vous, les experts comptables. Et pour que ça soit collectif, que l'effort soit collectif, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais au début, effectivement, nous, le prêt impact, je mets les critères extra-financiers, je mets des objectifs qui sont atteints et je fais une rétrocession d'intérêt parce que finalement, mon risque, là, ce n'est pas juste un cadeau de la banque là-dessus, c'est juste que mon risque, en fait, il est réduit. Je reviens à ce calcul du coût du risque. Et donc, je m'y retrouve parfaitement, en fait. C'est-à-dire que la capacité de l'entreprise à honorer. Donc, pour moi, le rôle d'expert comptable, c'est vraiment en amont avec vous, d'identifier les sujets, de conseiller et d'inciter à l'action. La bonification, la réduction d'intérêt, c'est une incitation, mais il faut qu'on le fasse ensemble avec vous. Aujourd'hui, les prêts à impact, est-ce que tu peux rappeler, est-ce que c'est à quel niveau, au niveau des régions, comment ça se positionne? Est-ce que ton chargé de clientèle professionnelle est formé à ce produit ou est-ce que c'est réservé à certaines catégories d'entreprises? Comment vous déclinez dans votre réseau ce fameux prêt à impact aujourd'hui? Très bonne question. Alors, il y en a plusieurs. Alors, deux choses. Effectivement, donc aujourd'hui, tous les chargés d'affaires, les 800 chargés d'affaires entreprises populaires, sont formés à conseiller, justement, à épauler à la fois sur un questionnaire ESG, derrière, on identifie des pistes à travailler avec vos clients et on lui dit, ça nécessite des investissements, il y a un prêt impact parce que si justement vous atteignez ces objectifs, entre guillemets, extra-financiers qui vont contribuer à votre business plan, à votre modèle d'affaires, on va le récompenser. Donc, ils sont tous formés à ça et à conseiller le choix du critère, mais on le dit toujours, on voudrait que nous, ça soit fait en trinôme, justement, à un moment donné, tu en as parlé, avec l'expert comptable, parce que on a aussi la limite des exercices. Donc, on a des outils, vous avez aussi
l'ordre a aussi développé des outils justement pour choisir le bon critère qui va contribuer au modèle d'affaires de l'entreprise. Et nous, on a un outil là-dessus. Parce que, évidemment, l'enjeu pour nous, et ça, on insiste beaucoup, et ça, il faut qu'on le fasse ensemble, une entreprise qui choisit un critère qui n'a pas d'impact, entre guillemets, parce qu'il faut aussi que ça ait un impact environnemental, parce que ça, je reviens à mon principe d'écosystème. C'est pas juste, c'était un peu le principe de la double matérialité, finalement, c'est de dire je ne travaille pas juste sur moi-même. Si je travaille aussi l'extérieur, eh ben, ça va contribuer à mon écosystème et donc je m'y retrouve. Donc, n'oublions pas quand même que l'enjeu aussi, c'est d'améliorer l'impact environnemental et sociétal et social. Du coup, oui, il faut qu'on travaille ensemble et on voudrait faire ces centres. On a aussi, ça a été une demande pendant 2 ans des experts comptables, justement par rapport à la clientèle TPE-PME, parce que notre prêt impact, c'est le plus accessible du marché, il était à partir de 300 000. Laure vous a souvent dit, oui, mais nous, vous savez, les TPE, emprunter 300 000 euros, quelque part, ça établit une certaine taille d'entreprise quand même. Donc, depuis juin 2025, on est descendu à 100 000. On a fait aussi un prêt impact spécifique pour l'agriculture. Parce que là, pour le coup, les critères, parce que l'idée, c'était le plus industrialisé possible, justement en association avec vous, pour que ces prêts impact, parce qu'en fait, plus vous diminuez le montant, plus la rétrocession d'intérêt, elle n'a pas un grand intérêt, sans mauvais jeu de mots, pour le coup, parce que l'effort que vous allez faire d'investissement, important pour l'entreprise, mais l'incitation et la bonification, le montant fait que ce n'est pas significatif. Donc pour nous, il fallait que ça soit ultra industriel. Nous, on propose à chaque fois que les attestations soient faites par les experts comptables. Alors justement, voilà, je voulais revenir aussi là-dessus, sur le partenariat, en fait, qui se traduit à travers ces fameuses attestations. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on dit, aujourd'hui, les critères, votre expert comptable, il est capable de les mesurer et on a un accord avec l'ordre, avec vous, pour que l'attestation, alors si possible, utilisez bien le format national, parce qu'en fait, dans l'industrialisation chez nous, c'est des attestations qui sont, vous savez, en mode OCR, ça identifie pour que justement ça soit complètement industrialisé et qu'il n'y ait pas, entre guillemets, un humain qui regarde si les bons chiffres, etc. Donc, plus c'est formatisé, et plus c'est, pas formatisé, mais formalisé, voilà, donc, normé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, oui, le partenariat, c'est de dire, 1, faisons le rendez-vous à 3. 2, dans la mise en place du prêt, et donc dans le choix des critères, le conseil des critères, et après, dans son fonctionnement et dans la vie du prêt, entre guillemets, votre expert comptable est capable de faire cette attestation. Il a été aussi formé, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, pour mesurer et faire l'attestation, et nous, on compte là-dessus. Et, voilà. Et que vous n'avez pas besoin de passer par une agence spécifique qui, en général, coûte beaucoup plus cher, va rechallenger. Non, donc c'est pour ça qu'on a cette alliance-là, et c'est bien ça le partenariat, c'est l'attestation doit être faite par l'expert comptable. Après, le dirigeant a toujours son dernier mot, mais on revient à votre rôle de premier conseiller, et donc c'est parfaitement légitime, et en général, c'est comme ça. Juste aussi 2-3 mots sur les critères en eux-mêmes. Il y en a des environnementaux. Alors, aujourd'hui, on a 14 critères. C'est vrai. Possible de choix, hein, c'est pas. Possible de choix. On n'applique pas les 14. Hein, non, on n'applique pas. Alors, nous, on peut choisir entre 1 et 3 critères parmi ces 14. Voilà. On conseille fortement d'en choisir 3. Parce qu'un critère, pour le coup, l'impact sur l'environnement, et je vais revenir sur le détail de ces 14. Dans les 14, en fait, on en a 8 dédiés à l'environnement, consommation d'énergie, consommation d'eau, recyclage, et 6, donc 6 dédiés au sociétal, au social. On n'en a pas mis sur la gouvernance parce que TPE, PME, le sujet côté dirigeant, c'est un peu plus compliqué, même s'il faudrait qu'un jour on y travaille. On a baissé le seuil à 100 000 euros, justement pour les TPE, les professions libérales. On a simplifié encore, mais ça a été partagé avec vous, ça a été construit. Hein. Tous ces critères-là, ils ont été partagés avec vous, les experts comptables. Et ce que je disais pour les agriculteurs, pour le coup, ils ont des critères spécifiques, notamment l'usage des CUMA, parce que là, pour le coup, c'est un vrai enjeu. Acheter une moissonneuse, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais une moissonneuse batteuse, c'est le principe des CUMA, c'est le partage, c'est un peu le principe des économies circulaires. Voilà, évidemment, on a des axes forts sur l'eau côté agriculteur, donc les critères sont spécifiques sur ce secteur d'activité. Après, donc tout le monde est formé chez nous,
Il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques en partenariat avec les experts comptables. C'est pas la région Île-de-France, voilà. Et on n'attend que ça. C'est quand même un poumon économique important de la France. Non, les deux régions qui se distinguent aujourd'hui, on va bientôt atteindre le milliard de financement. On n'a pas d'enjeu sur le pré-impact, je le redis, nous on n'a pas un enjeu d'encours de financement. Nous, l'enjeu, c'est que le plus grand nombre d'entreprises fassent un pré-impact. C'est pour ça qu'on voulait abaisser le seuil. Parce que le pré-impact égale des critères extra-financiers, égale des objectifs à atteindre. Et donc, c'est là où on rejoint le modèle d'affaires. Donc, je le dis pour l'encours, mais ce n'est pas un objectif chez nous. C'est le nombre. Donc, aujourd'hui, on va être sur les 700 entreprises à accompagner. On a 2 régions qui se distinguent. C'est la région ouest, Bretagne, Pays de Loire, et la région du sud. Les critères, en général, sur les 3 critères, on a 2 critères environnementaux, un critère social. On a beaucoup l'insertion des jeunes dans le social. On a souvent, très souvent aussi, l'égalité homme-femme et par rapport au réglementaire. Et côté environnement, les 2 qui ressortent, le premier qui ressort, c'est marrant parce qu'au tout début, c'est le recyclage. Ah oui. Voilà, le retraitement des déchets. Voilà, et là-dessus, on a des sous-catégories. Hein. Il y en a 3 hein, dans le retraitement des déchets. Et après, on a la consommation d'énergie, consommation d'eau. Voilà, globalement, c'est les 3. Il faut savoir, et c'est plutôt bien, perçu comme ça, et là, on va dire, ah oui, il parle probablement pour sa banque, c'est qu'en fait, on n'a que, il faudrait que je regarde le chiffre exact, mais de mémoire, on n'a que 30% des entreprises qui atteignent les 3 objectifs. Alors, j'allais dire, on pourrait dire, ah bah tant mieux pour la banque, ça lui fait moins responsabilité d'intérêt. Non, c'est pas ça, c'est que ça veut dire que les objectifs, ils sont quand même bien, ils sont ambitieux, et du coup, plus c'est ambitieux, plus ça a de l'impact. Encore une fois, moi, il y a un critère sur sa consommation d'électricité par rapport au chiffre d'affaires. Choisir ce critère quand vous êtes une activité de service, que de toute façon, votre consommation d'électricité, c'est pas trop le sujet, c'est fortement déconseillé, quoi. Après, le dirigeant, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Pas de sujet, mais nous, notre rôle qu'on doit avoir avec vous, c'est non, c'est pas un critère, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'enjeu pour vous dans votre modèle d'affaires et ça n'a pas d'impact environnemental. Donc voilà, c'est là où on doit avoir des rôles. Mais ravi d'accompagner l'Île-de-France là-dessus parce qu'on a de la marge de progression. Il y a du travail. Avis à tous. Philippe, oui, sur le rôle que l'on peut avoir. Bien sûr. Alors, pour reprendre effectivement le sujet, alors moi, pour répondre à la question, je repasserai par l'émission de BPI France. Nous, on est une ETI bancaire. On a 5000 collaborateurs. Et ce qui fait notre force en tant que banque publique d'investissement, c'est l'interconnexion avec l'ensemble des réseaux. C'est là où il y a réellement un tissage qui est extrêmement fort et ce qui permet d'aller très très loin dans les régions et sur les territoires. Dans ce cadre-là, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs à destination des entreprises en tenant compte aussi d'une chose, c'est que dans les process de la banque et les process de l'investissement, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont 2 industries différentes. Vous avez la banque qui fait un grand nombre d'opérations avec des montants unitaires plus faibles que ne font les investisseurs. Et on passe plus de temps naturellement dans l'investissement, des diligences, etc., notamment sur les sujets ESG, RSE, parce qu'on peut creuser les sujets, etc. En revanche, on a mis en place l'IMC, l'index de maturité climat, ce n'est pas de masse corporelle, c'est tout le monde à chaque fois, mais, où des milliers d'entreprises sont passées dans le cadre de ces entretiens qui durent 45 minutes, 1 heure. Et il n'y a pas de score, c'est simplement de mesurer la maturité climat de l'entreprise. Donc ça, ce sont des éléments qui sont produits. Donc c'est assez lourd hein, quand même. Il a fallu former 1500 collaborateurs. Maintenant, c'est pris aussi dans l'investissement, mais bon, c'est assez large. Donc, tous ces dispositifs sont en place et les experts comptables peuvent se reposer sur, bien sûr, ces sujets, mais plus largement sur ce qui est fait dans notre maison. Et là, c'est extrêmement large puisque la stratégie d'accompagnement, nous, on l'a mis en place dès l'origine de BPI France. Donc, il y a un sujet sur les accélérateurs. Donc là, il y a plus de 6000 entreprises qui sont passées par nos accélérateurs nationaux, territoriaux, régionaux, etc., filières. Il y a la batterie des diagnostics qu'on a mis en place, notamment avec l'ADEME, qui sont extrêmement puissants. Alors, je pense au DIAC des Carbone Action,
que l'on partage, mais tout ça sont des éléments auxquels peuvent effectivement travailler les experts comptables sur ces sujets. On parlait d'immobilier avec tous les problèmes réglementaires, le DIAG Perfimo qu'on a mis en place. Le DIAG, effectivement, sur des écoflux, sur les ressources et donc la dépendance des ressources, et plus récemment, le DIAG biodiversité, sur la verticale, sur ces sujets. On a deux endroits aussi où les experts comptables peuvent aller sourcer des éléments très intéressants. On a l'université BPI France. Donc ça, c'est en ligne. Il y a toute une banque d'e-learning, de thématiques extrêmement diverses. Et aujourd'hui, tout est gratuit pour avoir accès à ces sujets. Il y a un deuxième élément, ce sont toutes les publications qui sont là sur tous les sites par le Lab BPI France, sur tout un ensemble de thématiques sociales, sociétales, climat. Modèle d'affaires, bien sûr. Innovation, même beaucoup plus large. Donc là, ils peuvent vraiment puiser. Et puis, on a, vous le savez, on a une poche qu'on a construite dans le cadre de la direction de l'accompagnement et de direction du conseil. On a des centaines d'experts qui ont été référencés pour faire des missions. Donc, ce travail se tisse ensemble, globalement sur tous les territoires, et permet aux experts, et d'ailleurs ils vont rencontrer, je pense, les experts comptables sur les territoires, les entreprises membres du club, le Coq Vert, qu'on cite énormément. Alors le Coq Vert, nous on a bien les basses-cours, donc le Coq Vert c'est la transition écologique énergétique. Et là, il y a 3500 entreprises, on va fêter les 5 ans de ce club. Il y a à la fois beaucoup d'entrepreneurs, comme je viens de le citer, mais aussi ceux qui sont membres et qui ont pour rôle d'aller voir les autres entrepreneurs pour les convaincre, ce qu'on appelle les éclaireurs. Donc, il y a un gros travail sur le territoire et ça, ces entrepreneurs, les experts comptables les rencontrent. Donc, s'appuyer sur ces écosystèmes, se connecter avec l'ensemble de ces écosystèmes, je pense que c'est une excellente démarche pour avoir de l'impact. Oui, et on peut soi-même, en tant que cabinet, être membre du Coq Vert. Bien sûr, bien sûr. Voilà, en tant qu'entreprise. Merci beaucoup. Alors vraiment, la façon dont vous envisagez le rôle de l'expert comptable, ça nous va parfaitement. Et on vous remercie de cette vision que vous avez eue ici. Je vous propose de passer à la petite conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce que vous auriez comme petite conclusion chacun en 5 minutes chacun? Je ne sais pas, Yona veut commencer? Je vais essayer de me lancer. J'aurais envie de dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit, donc en message clé à retenir, donc, ce serait ne loupez pas de regarder les sujets de durabilité parce que ce sont des signaux faibles, des signaux prospectifs pour analyser les modèles d'affaires et analyser les risques de demain. Et évidemment, un rôle sans doute qui deviendra sans doute de plus en plus important, un rôle d'accompagnement avec ne passez pas à côté des points de vigilance parce qui rentrent d'ores et déjà dans l'analyse des entreprises et pouvoir avoir des opportunités comme rôle dans cet accompagnement qui est à faire et dont on a tous besoin en fait, en tant que financier et les entreprises pour assurer la réalité de leur modèle. Merci, madame. Moi, pour résumer aussi ce qui s'est dit, c'est que déjà, l'entreprise aujourd'hui, elle doit être analysée, elle doit être conseillée avec 3 moteurs, on en a beaucoup parlé, le capital humain, le capital financier et le capital naturel. Et donc, effectivement, capital humain, c'est une ressource derrière un actif qui doit être du coup un capital qui doit être valorisé, qui doit s'entretenir et ça va contribuer au capital financier. Et donc, ce n'est pas juste, c'est un petit carré pour les experts comptables, ce n'est pas juste une charge dans le compte de résultat, ça doit à un moment donné être dans le bilan et être valorisé et être entretenu. Idem pour le capital naturel, ça doit être un actif qui derrière doit devenir un capital qui doit se valoriser au service aussi du capital financier. Et le capital financier, tout le monde connaît, mais aujourd'hui, le capital financier d'une entreprise, il ne peut pas évoluer sans ce capital humain, sans ce capital naturel. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Et on a cette responsabilité sociétale. Nous, banquiers, et j'ai envie de dire le premier conseiller en France et la première maîtresse d'entreprise, et oui, pédagogie et d'inciter à l'action de tous nos clients TPE, PME. Merci.
Alors, moi, je poursuis. Je dirais peut-être 5 points là, que je viens d'élaborer à travers les discussions qu'on a eues. Le premier, c'est de participer à cette vision augmentée, en fait, de compréhension des écosystèmes et du pourquoi. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième sujet, il faut appeler aussi un chat, c'est un relais business. Ça veut dire que là, à travers les missions que l'on a sur ces sujets-là, pour les experts comptables, c'est un relais business qui est extrêmement intéressant et avec une vraie profondeur. La troisième chose, surtout, et ça c'est très difficile, ne rentrons pas dans la morale ou dans le jugement, parce que c'est un sujet qui est vraiment complexe, on l'a vu. Donc même des entrepreneurs, et vous l'avez très bien dit, qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas un monsieur ou une madame RSE, etc. à bord, mais qui veulent faire des choses, qui ne savent pas comment, il faut les aider et ne pas être vertical par rapport à eux s'ils sont en difficulté par rapport à ces sujets. Donc, il y a vraiment un sujet, et ça, c'est le 4e point, d'aide, ça a été dit, d'accompagnement. Et je terminerai par le 5e point, on l'a dit, c'est la mise en action. C'est-à-dire, il faut bouger, il faut aller de l'avant. On est aujourd'hui dans un monde qui est incroyable, on pense que tout est fermé, mais dans le même temps, c'est le tout est possible. Ça veut dire que en termes d'innovation, nous, on le voit, tu as eu la gentillesse de rappeler notre rôle historique sur l'innovation, etc., avec tous nos collègues, banquiers. C'est un travail vraiment collectif qui est fait. Aujourd'hui, considérer qu'on est seul et unique à pouvoir sortir le sujet, c'est une hérésie totale. Si on s'en sort, ça sera un travail collectif, uniquement. Mais il faut mettre son ego de côté, il faut être en capacité d'interagir intelligemment pour des sujets qui nous dépassent. Donc, je pense qu'il y a une route formidable à construire avec de l'espoir, avec de l'action, mais surtout une mise en mouvement qui est fondamentale. Quel plaidoyer formidable de vous trois, merci beaucoup. Moi, je retiens, je te laisserai aussi un petit conclusion, Christophe. Moi, je retiens vraiment l'idée, les experts immobiliers, le rôle de conseil, la belle trajectoire qu'ils ont eue, et c'est une bonne idée pour nous, experts comptables, de regarder ce qui a été fait. Juste, la route a été longue, je crois que ça a pris 10 ans. 15 ans, moi, ça a été. Ouais, c'est ça. Et ça a été au niveau européen, ça a été au niveau mondial, parce que le procès avec lors de la RIC, ça a aussi au niveau de la Charte nationale. Mais ça a été un travail de longue haleine, mais c'est devenu incontournable. On parlait des actifs, alors vous n'avez pas utilisé le mot, mais des actifs échoués que peuvent devenir les actifs immobiliers, on est en plein là-dedans, mais c'est devenu cœur de réacteur. Ouais. Et pour autant, il fallait rester humble parce qu'on ne retrouvera pas tout dans les valeurs de marché. On ne retrouvera pas tout dans des bilans. Et c'est normal, et ça n'a pas vocation à tout se retrouver. Il faut aussi accepter ça et conserver peut-être de niveau, et conserver du coup cette capacité. On n'aura pas un seul indicateur dans notre pit. Voilà, exactement. Le partenariat avec le PCE, formidable aussi. On va essayer de faire se démener la région Île-de-France. Et puis la BPI, tous les formidables outils, et effectivement la collectivité sur les territoires, et tous vos experts aussi, le travail que l'on peut faire ensemble. Donc c'est formidable, je vous remercie beaucoup. Nous en tant qu'experts comptables, ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de champs, et il y a plein de formations. Le comité durabilité vous aide aussi à vous approprier tous ces sujets. Donc, n'hésitez pas à suivre tous nos prochains webinaires, nos prochains ateliers. Vous aurez les supports. Christophe, un petit mot de la fin? Moi, ce que je trouve effectivement très intéressant, c'est effectivement on a de la mise à disposition de partenaires. Donc, l'Université BPI est quelque chose qui a énormément de contenu, donc qui peut effectivement venir compléter nos connaissances, et la nécessité effectivement pour nous, experts comptables, de continuer à se former. Comme on l'a vu tout à l'heure, chez les experts immobiliers, ça a pris du temps. Donc, il faut qu'on continue à travailler sur ces sujets-là. On ne va pas pouvoir y échapper parce que pour moi, je considère que ça va rentrer dans notre obligation de conseil. Donc, travailler sur cette thématique-là va être indispensable, et voilà, utiliser le travail qui est fait par nos partenaires est important, pas uniquement les outils de l'ordre, s'ouvrir le champ des possibles. Regardez aussi ce qui se fait au niveau des ONG, les réflexions que fait
WWF, notamment sur les critères d'évaluation en matière de biodiversité ou en matière de plan d'action climatique, où les entreprises du CAC 40 sont analysées au crible avec des indicateurs qui sont des indicateurs intéressants. Donc voilà, s'ouvrir sur tout ce qui peut exister autour des sujets entrepreneuriaux va être important pour nous et critique. Avec les enjeux qui pèsent sur notre profession et les enjeux qui pèsent aussi sur nos clients. Ben voilà, merci beaucoup à tous. Merci Yona, merci Jérôme, merci Philippe. À très bientôt, j'espère, pour des prochains ateliers. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.